Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Frise. Voilà, t'es le deuxième invité, mon Reg. Yes, trop bien, trop bien. Bon bah voilà, je suis avec Régé. T'es le troisième de Ragebait, hein, Ah ouais, techniquement. putain, Donc, voilà. presque. Hein. On est sur le podium mutuel. Et je t'ai offert Orelsan, donc à partir de non, ça c'était le beau cadeau. C'est vrai qu'hésitez pas à aller voir l'interview qu'on a fait avec Orelsan, quand même, que what the fuck, quand tu te dis qu'on est parti à faire des vidéos dans nos chambres il y a 15 ans, c'est un beau parcours. Non, je suis très content de t'avoir ici. Bah avec plaisir. Pour la Frise, parce que la Frise c'est un petit programme que je lance qui va essayer d'explorer un peu le cinéma avec l'histoire du cinéma. Et toi, ce qui m'intéresse, c'est que t'as pas fait d'école. Ouais. Donc, tu vas pouvoir parler de choses. Encore une fois, c'est un interview où tu vas vraiment parler de ton ressenti, de ton approche, pas du tout d'être dans une espèce d'étalage de la culture, c'est pas ça l'intérêt. Et pour le coup, bah, tu vas nous dire un peu aussi la perception que t'as de certaines époques sans avoir fait d'école. Ce que je trouve assez intéressant, parce qu'à l'école, on apprend un peu les trucs, tu vois. David, il a fait une école de cinéma ? Ouais, il a fait une école. Moi, je l'ai pas faite. Enfin, lui, il l'a fait en France. Ah, si, il a fait les Gobelins, je crois, comme ça. Non, il a fait. Je crois qu'il a fait les SRA ou un truc comme ça. Ah, ok, je sais plus. Les SRA, ouais, je crois qu'il a fait David. Et voilà, donc ça me fait plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir. Bah, avec plaisir. Parce que, on revient de loin quand même. Hein, allez, on commence direct. Donc le concept, c'est que dans ce petit chapeau, j'ai mis des petits papiers. À terme, ce sera des cartes, mais en vrai, j'avais envie de faire ça bien. Et les cartes que j'avais générées, elles étaient dégueu. Sur chaque papier, il y a une décennie. Laisse-moi piocher, non ? Ouais, non, mais attends, en fait, j'avais des papiers qui étaient collés. Et donc l'idée, c'est que on va parler de cette décennie de cinéma. Des films que tu connais de cette décennie, qui te marquent, qui te plaisent. Il y a des décennies, franchement, si on n'a rien à dire. Enfin, si t'as rien à dire, tu me dis, franchement, là, je sais pas du tout. Ouais. Je te lance 2-3 pistes, voir si ça répond. Ouais, carrément. Et tu me dis, non, bah, passons à autre chose. Il y a un peu des trucs sur chaque décennie, mais... Voilà, mais ça n'a pas besoin d'être... Voilà, ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, toi, pour donner un ordre d'idée, avec David, il y a la décennie 30, on a passé 5 minutes, la décennie 80, on a parlé 1 heure. Ouais. Parce que, bah... ouais, carrément. Voilà. Donc, je te laisse commencer. Ok, c'est parti. 1940-50. Ah, c'est peut-être la plus dure, entre guillemets. Bah ouais, c'est ce que je disais, parce que allez, tu sais pas trop où situer les débuts et la fin dans les films, quoi. Donc toi, ça t'évoque quoi, la décennie 40, déjà? Bah moi, je pense Orson Welles, direct, justement. Ouais, on en parlait tout à l'heure en off, mais je pense que c'est le plus marquant de cette décennie. Même si Citizen Kane, c'est 39 ou 41? Non, justement, la dernière fois, on a fait ça sans Letterboxd ouvert. Ouais, mais là, c'était une petite erreur. On va ouvrir tout de suite. Google, je te dis, c'est 41. 41 Citizen Kane. Ouais, moi, je pense beaucoup à ça, même si beaucoup de ces films, après, c'est les années 50. Ouais. Citizen Kane, toi, c'est un film que tu... Ah non, pas en tant que film en soi. Ouais. Moi, j'ai revu là, récemment en salle La Sauve du Mal. Ouais, ça, c'est beaucoup, c'est 52, 58, un truc comme ça. Exactement. Que j'ai beaucoup aimé. Non, Citizen Kane, bah, c'est le truc quand tu commences à t'intéresser pour faire un... Moi, le cinéma, j'ai commencé comme tout le monde un peu à regarder des trucs genre Star Wars et tout, parce que moi, je suis génération prélogie, du coup, je suis en 97. Donc, l'un des premiers films que j'ai vu, c'est le 2 en salle. Ouais. Et ensuite, c'est vers 2009-10, vers mes 12-13 ans, que je me dis, adolescence, que j'ai envie de m'intéresser un peu plus. Et bah tu fais les tops IMDb, tu regardes Les Évadés, Le Parrain et tout. Et après il arrive assez vite. Bah il arrive assez vite justement avec ce genre, il arrive assez vite et c'est un film qui est marquant maintenant. Plus t'en apprends sur le cinéma, plus tu te rends compte à quel point il était innovant et il a tout bouleversé quoi, sur les mouvements de caméra, sur l'histoire qu'il raconte, le rise and fall, la critique de l'Amérique, c'est un gros truc. Mais la première fois que je l'ai vu, ça m'a pas touché plus que ça parce que c'est genre de, pour moi je dis toujours les classiques comme ça, ils ont tellement été imités, recopiés que ça te marque moins. Ah c'est dramatique, moi j'ai eu ça avec Psychose par exemple. Ouais. C'est vrai que ça a tellement été repris et tout qu'en fait moi je l'ai vu jeune et il me faisait peur un peu, tu vois, donc ça m'a marqué par le côté peur, tu vois, la musique, le truc. Ah bah ça marche toujours bien. Genre. Bah mais tu vois, et du coup c'était une je l'avais vu à l'époque, quand j'étais 15-16 ans je pense, un truc comme ça. Et ça m'a pas marqué plus que ça. Je me dis bah oui c'est sympa, je me fais un peu chier dedans. Je me rappelle du jumpscare du Piaf là, tu sais le fameux jumpscare qu'il y a dans Citizen Kane, qui te réveille en plein milieu du film apparemment. Ah, il y a un corbeau qui... Il y a un corbeau qui est en mode jumpscare, tu vois. J'ai aucun souvenir. Il y a un gros jumpscare, ça m'a marqué parce que je le regardais ça tard le soir, je suis what the fuck. Et ça sort de nulle part. Hein, donc c'est vraiment toi t'as fait la démarche d'aller t'acheter, enfin de le télécharger légalement sur internet parce que on connaît. Moi je me rappelle je t'allais acheter à Fnac en DVD à l'époque. Non bah non moi ça m'a, j'ai fait la démarche parce que... Ouais on va dire par ça, voilà adolescence, début. Moi c'était marquant genre prélogie Star Wars, tu vois les blockbusters. Ensuite tu passes à, moi c'est History of Violence qui m'a marqué en mode je vois que là il y a le cinéma c'est un peu plus que ça et j'ai regardé quasiment tous les Cronenberg juste après. Et puis entre temps j'essaie de les revoir parce que t'évolues. Et Citizen Kane je l'ai revu peut-être à mes 24, donc un peu de 10 ans plus tard. Et je dis pas que c'est une claque, mais je comprends maintenant, tu vois. C'est ça qui est important. Ce qui est ouf, c'est que c'est un premier film.
Ouais, alors ça, déjà. c'est lunaire parce que quand tu contextualises par rapport au premier film, quand tu regardes même un peu des films, enfin même des extraits de films de la même époque, quand tu regardes des documentaires sur Orson Welles, tu dis, en fait, tu comprends pourquoi le mec c'était quelqu'un, tu vois. Tu captes pas parce que tu dis, bon, ok. Premier film à 26 ans, je crois. Ouais, enfin très très jeune. Et il joue dedans. Il joue dedans. T'as une narration. Je sais pas si c'est lui qui a écrit, j'imagine que c'est lui qui a écrit. Bah non, c'est le mec dont Fincher il a fait le film. Ah oui, Mankiewicz. Ouais, Manque ça. Ouais. Je crois que c'est lui qui a écrit Citizen Kane, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais en tout cas, tu te dis oui, en fait, c'est ça qui est super troublant, c'est le côté mec de 26 ans qui réalise un film totalement innovant. Parce qu'en effet, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à amener une narration visuelle du muet dans un film parlant. Bah ouais. C'est un truc un peu. C'est un gros film épique, mine de rien, avec des décors gargantuesques, et ça joue dans l'optique de l'œuvre, de ce mania des médias qui vient, et le Rosebud évidemment, mais ce Disneyland qui crée presque à l'époque, parce que c'est son pays, c'est un pays, je sais plus dans le film. Non, c'est un énorme parc, c'est quoi déjà ? Ouais, c'est son château. Mais il a un nom, il s'appelle, putain. C'est un peu son pays en tout cas. Oui, c'est ça, t'as raison, mais ça commence en plus par un faux documentaire de télé un peu sur ça va, faut que je trouve parce que franchement et c'est typiquement c'est un peu le rêve américain complètement déconstruit, le mec qui Xanadu, pardon. Xanadu, bah oui, en plus c'est hyper connu, Xanadu. Et qui est complètement déconstruit. Ça fait penser c'est quand les raisins de la colère. Ouais, ça c'est John Ford. C'est juste avant. Alors John Ford, je pense que c'est années 40 bien tassé. Peut-être les raisins de la colère. Je crois que c'est parce que les raisins de la colère, moi j'ai toujours cette anecdote. Moi j'avais découvert comme ça les raisins de la colère par rapport aux soviétiques qui ont vu le film. Et 40. Donc c'est juste 40, voilà, ça j'avais vu aussi. C'était un film de propagande contre le capitalisme pour les soviétiques, mais les soviétiques ils se sont fait la remarque, attendez, ils ont tous des voitures là-bas. Ouais. Et après c'est trop bien le capitalisme, tu vois, et après ça a été banni juste après. Donc ça j'avais vu aussi. Ouais, pour moi c'est un peu aussi c'est avant que les States y rentrent dans la Seconde Guerre mondiale, donc c'est des films qui ont été produits juste avant, qu'ils aient cette mentalité on n'aime pas trop les States, rêve américain un peu corrompu, tout ça qui est jamais parti. Mais pour moi c'est comme ça que j'ai découvert cette idée-là, en tout cas de la corruption des États-Unis. Et après, côté Europe, moi c'est tous les films, j'avais regardé pas mal de films nazis forcément, parce que c'est intéressant. Ah bah ouais. Ça t'en as regardé quelques-uns J'en ai regardé, j'ai regardé plus connu de... Comment on prononce ça, Leni Riefenstahl. Ouais. Tous ces films-là. Donc c'est des documentaires qu'elle a fait. Ouais, mais c'est des films. Ouais, mais c'est des films. Oui, non, mais c'est pas de la fiction. Je veux dire. Non, c'est pas de la fiction. Mais c'est intéressant parce que moi c'était. Il y a Truc d'une nation là. Non, ça c'est tu parles de Birth of a Nation peut-être le. Non, Leni Riefenstahl en a fait un qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Et moi, en fait, j'ai découvert ça en cours d'histoire. Ouais, ça en cours d'histoire. Histoire. Ouais, ok. Cours d'histoire, et j'ai regardé pour de vrai. Mais ça plus tard, tu vois, mais je l'ai gardé en tête. Mais à 18-19 ans, j'ai regardé pour voir c'est quoi un film de propagande, quoi, tout simplement. Documentaire, pas documentaire, c'est intéressant de voir ça. Je pensais aussi rien à voir sur la même époque, mais tu sais, quand j'ai revu JFK récemment d'Oliver Stone, et c'est à quel point le mec est convaincu d'avoir raison. Triomphe of the Will, pardon. Triomphe de la volonté. Ah oui, c'est ça, le plus connu. Et il est convaincu d'avoir raison. Dans son film, et t'as l'impression qu'il débunk tout alors que c'est fake à 100%. Tu sais, ouais, c'est de la théorie du complot mis en image. Et je trouve que c'est fascinant à regarder ce genre de film, et du coup, les films comme ça de propagande, c'est les seules choses que j'ai en tête un petit peu. Ouais. Chaplin, c'est la même décennie. Chaplin, il fait le dictateur. C'est en 40. C'est là où il fait son. Ouais, c'est ça, c'est en 41, je crois même. C'est pendant la guerre. C'est peut-être. 41-42, c'est pas 39, non? Vérifions, mais je pense que c'est 40. Chaplin, le dictateur, mais ça pareil, cours d'histoire, beaucoup, forcément. Ouais, c'est vrai que c'est. Est-ce que toi, c'est une décennie aujourd'hui, si je te dis Est-ce que de temps en temps, tu vas voir des films de 1940 comme ça? Enfin, ça t'arrive? Cette décennie-là, je pense pas. Tu vois? Limite, j'ai plus tendance à voir si j'ai envie des films, les grands films épiques, silencieux. C'est 1940, le grand dictateur. C'est pas des films. En fait, vu qu'il y a la guerre, il y a la moitié de la décennie qui existe un peu pas. Ensuite, c'est la reconstruction, donc il y a très peu de choses qui, moi, m'ont marqué. Je sais pas si toi, t'en as en tête qui sont. Non, mais c'est vrai que il y a le début du film noir qui démarre un peu à cette époque-là aussi, avec du Billy Wilder, avec Assurance sur la mort, par exemple. Il y a aussi. Alors Orson Welles il joue aussi dans un film qui s'appelle Le Troisième Homme. Ouais, c'est pas 50 ça? Ah, j'aurais dit 40 moi, tu vois, j'aurais dit 40. Je l'ai en 4K. Si je peux te dire quelques films un peu iconiques des années 40. Parce qu'en plus je suis nul en liste, je une décennie. Oui, non, mais Billy Wilder, j'ai pas assez vu, faut que j'en regarde plus, ça c'est sûr. Je sais que toi t'adores avec. Ouais, c'est vraiment très bien. Tu vois, t'as dans les films un peu iconiques, pour donner un ordre d'idée, parce que je trouve ça intéressant comme manière de classifier, sur le top 250 pas IMDb, Letterboxd, tu n'as que
donc t'as, ça c'est 4, donc ça fait 12, t'as que 14 films de la décennie 40. À l'inverse, c'est pas mal, mais par exemple, tu te dis, sur les années 50, ça double tout de suite. Ouais, mais les 50, c'est un peu la renaissance, quoi, j'ai l'impression. Hein. Ouais, bah c'est le vrai Hollywood classique qui cartonne. Donc, tu as les films un peu connus, donc tu as Le Dictateur de Chaplin, tu as Le Trésor de la Sierra Madre, je sais pas si tu l'as vu, avec Bogart. C'est un peu la post Bogart. Je l'ai vu, mais trop jeune, faut que je revoie ça. Franchement, c'est très très cool. Je sais même pas si je l'ai fini parce que le rythme, tu sais, quand t'es jeune, c'est pas. Ah oui, c'est sûr que. Aujourd'hui, t'as plus de problème avec ce rapport de rythme. Non, limite. Non, je regarde un peu tout maintenant. Assez facilement, entre guillemets. J'ai vu le Lave Diaz Magellan au cinéma, j'étais hypnotisé les 2h45. C'est fini, je pense. Et à la maison, ça va être dur, ça. Ouais, bah je sais, c'est pour ça. Et Lave Diaz, j'avais essayé de Norté qu'il avait fait, mais c'est 4 heures et quelques, c'est 400 minutes, un truc comme ça. Donc c'est super long, donc j'ai jamais fini. Mais j'étais trop jeune, tu vois. Je fais un big up à Guillaume Boucault qui lui est fan de Lave Diaz, il se tape des films de 7 heures. Non, mais tu vois, Sandango, je l'avais vu en 3 fois. Ouais. En plus, tout le monde en parle parce qu'il est mort. Il est indonésien, Lave Diaz, hein, ou il est. Je sais pas ce qu'il est. Moi, je pense qu'il est. On verra. Apichatpong, il est indonésien aussi, non? Non, thaïlandais, lui. Thaïlandais, lui? Ouais, ok. Thaïlandais. Et Memoria, tu vois, c'est très lent aussi, j'avais vu d'Apichatpong, et c'est un rythme, c'est très slow movies, quoi. Non, ça va aujourd'hui. Même à la maison, j'arrive à bien. Ça me fascine maintenant, ça m'hypnotise. C'est pour ça qu'il faut que je réessaye plein de films de l'époque que je trouvais un peu chiant. Ce que je trouve intéressant, c'est que les films des années 40, en fait, ils sont quand même très loquaces. Donc en vrai, même si le rythme est lent, en vrai, t'as Casablanca, c'est les 40. Voilà, c'est ça, Casablanca. Casablanca, j'adore. Et le rythme, c'est 1h40, c'est génial. Mais j'en ai pas mal en 4K, c'est vrai que Casablanca, je l'ai. La vie est belle, c'est 46. Enfin, The Wonderful Life, le 4K, c'est 46. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Exactement. Donc, il y en a pas mal, ça. Mais non, c'est ça. Il y a Le Troisième Homme, il y a Casablanca, il y a Le Voleur de bicyclette en Italie, qui est le début du néoréalisme italien. Moi, c'est un film que j'ai jamais vu, Le Voleur de bicyclette. Trop bien. Mais pareil, en termes de rythme, je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais moi je sais que. Mais après, c'est des films de cours d'histoire, ça aussi. Hein. C'est pour ça que tu les découvres à l'école beaucoup. Enfin, pas à l'école, mais on t'en parle à l'école. Oui, tout à fait. C'est les trucs les plus marquants, de toute façon. Tu vois, après, t'as Les Enfants du Paradis aussi, en cinéma français. Moi, c'est vrai que c'est ce que je disais un peu avec David, c'est une époque, années 40, que je trouve difficile à situer, parce que c'est le début du Hollywood classique, mais qui est pas. Enfin, les années 50 vont totalement magnifier ce système-là. Ouais. Et dans le cinéma français, vu qu'il y a eu la guerre et tout, c'est vrai que t'as pas énormément de films, tu t'en as quelques-uns quand tu vas creuser. Mais toi, c'est pas une époque évidente, comme tu disais. Parce que années 30, encore France, j'ai vu, c'est La Grande Illusion de Renoir, qui est le film préféré d'Orson Welles, je crois, ou en tout cas l'un de ses préférés, si je dis pas bêtise. Ah, c'est possible, il est méga fan, je crois. Et même parce que ça, c'était dans le Sight and Sound, Best War Movie, je crois. C'est incroyable, La Grande Illusion, c'est incroyable. C'est un film pacifiste, c'est un des rares films vrais qui arrive vraiment à faire un film pacifiste sur la guerre. Et ça, par contre, c'est 39, je crois. 38. Ouais, c'est ça, c'est avant 30, la guerre. C'est années 30 en tout cas. En tout cas, voilà, de toute façon, l'Europe à ce moment-là, c'est compliqué. Ah ouais. Mais ça, c'est une décennie très américaine quand même. Ouais, moi aussi, je t'avoue que, en effet, de toute façon, là, moi, ça va être difficile. Il y a un peu, parce que toi, je sais que tu as regardé quelques Kurosawa ces dernières années. Donc c'est vrai que Kurosawa il débarque au Japon en 1950 avec tu vois Ah non, j'ai vu L'Ange ivre, c'est 48. OK. De Kurosawa, c'est très bien ça. Ouais, c'est 48 L'Ange ivre de Kurosawa, ça j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu il y a quelques mois. Donc là. Ça c'est même dans ses premiers quoi un peu. C'est deuxième, troisième je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un de ses premiers, très bien avec c'est le premier avec Mifune. Si je dis pas de bêtises, tu corrigeras. T'inquiète, évidemment. Mais je crois que c'est L'Ange ivre et c'était trop bien aussi. C'est pareil, en fait, c'est le cinéma post-guerre japonais, donc sous occupation américaine, avec cette envie d'être libre et en même temps le monde industriel du Japon. Et du coup, dans L'Ange ivre, il y a une sorte d'usine qui est en train d'être dégueulasse, et les enfants se baignent dedans, c'est radioactif, et le mec est alcoolique, il y a les yakuza. En fait, c'est toute une fresque du Japon à une époque très précise. Et c'est que il est connu pour ses films sur les samouraïs, quoi, Kurosawa, beaucoup. Hein. Mais pas que ça, super film. Et puis l'acting, je trouve que l'acting japonais, c'est très particulier parce que t'as le North Atlantic accent, tu vois, côté ricain, qui fait très fort un peu aujourd'hui, j'ai l'impression, et qui fait très vieux Hollywood. Ouais, très théâtral. Ouais, très théâtral. Et vu que tu parles pas japonais, c'est très théâtral, mais ça passe mieux un peu, tu vois, parce que t'as l'impression qu'ils sont un peu dans cet élan. Moi, j'avoue que j'ai du mal. Mais pourtant, je pense qu'ils jouent un peu pareil, tu vois. Ouais, moi, j'avoue que dans les films japonais, de cette époque-là, enfin, des époques 45, on va dire, c'est d'époque. Je trouve que les films japonais d'époque, qui simulent des samouraïs et tout, là, je trouve que le jeu j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus théâtrales que quand ils font du contemporain. Mais ça passe mieux.
Ouais, moi j'avoue que ça me met dans tous les cas, je suis toujours un peu. Bah, tu vois, Ran, ils en font des caisses tout le temps. Ah ouais, Ran. ils en font des Mais caisses. j'adore Ran, tu vois. Ouais, ils en font des caisses. Ouais, ils en font des caisses. Tu vois, mais c'est vrai que bon, de toute façon, quand tu parles pas la langue, c'est hyper dur de juger réellement de la. Mais l'Angivre, c'est très bien, tu vas regarder parce que c'est court, c'est 1,40 en plus. Kurosawa, et c'est. faut que je m'y Bah, j'en ai plein aussi que j'ai pas vu. En fait, là, ils sont tous réédités en 4K. Ouais, ils sont. Et moi, j'achète plein de vieux films en 4K pour me forcer ou à les voir. Ou à les revoir, genre le troisième homme, je l'ai pas vu depuis longtemps, je l'ai encore sous blister, faut que je le revoie. Ouais, en plus il y a un commentaire audio de Steven Soderbergh dedans, ah ouais, trop cool. David me l'a passé, j'ai jamais écouté. C'est comme il passait en salle à Lille, Sunset Boulevard aussi, mais ça c'est 50. Non, c'est vraiment tout juste, hein, c'est 49,50. Ouais. Ah ouais, tu vois, donc, ça aussi, monstrueux ça. Ah ouais, incroyable. Sunset Boulevard, et ça a bien vieilli. Ah ouais, je pense que cet Hollywood-là, il vieillit très très bien. Oui, bah parce qu'il vieillit bien, parce qu'en fait, il essaye pas de faire. Enfin, il a maîtrisé sa techno, quoi. Enfin, tu vois, c'est débile, mais en fait, ça fait partie de cette époque où ils sont dans un système de production qu'ils maîtrisent, où le son est devenu intégré, ils savent comment le gérer. Ouais. Et donc, t'es plus sur des trucs balbutiants, où ça galère, t'es plus sur. Il y a des époques où des films, enfin des pans entiers où c'est regardable, enfin c'est pas regardable, mais c'est le début des années 2000 pour tout ce qui est films de super-héros, d'effets spéciaux et tout. T'as des moments, c'est duros parce que la technologie fait que, au numérique, c'est difficile. Toi, ouais, l'étalonnage numérique aussi sur pas mal de films. Enfin, donc c'est des périodes où quand ils maîtrisent pas encore la techno, mais là 40-50, enfin 40 c'est le début où ils commencent à y aller. Et passer 45 et arriver jusqu'aux années 60, là, ils vont aller de mieux en mieux. Ouais. Puis, c'est 50, peut-être on peut switch pour avoir le temps de tout faire. Allez, hein. Mais, c'est la sauve du mal, pareil, ça, bah, tu vois, pareil, 50 à 60, on va enchaîner rapidos, on parlait que de ça. Ouais. Mais la sauve du mal, je l'ai revu en salle, du coup, première fois. Et je préfère Citizen Kane. Bon, le plan séquence au début, tu prends une claque, techniquement, après, c'est marrant parce que j'ai revu récemment pas mal de gens qui commencent à le critiquer en disant on va se taper le cul sur ce truc, alors qu'en fait, en vrai, il se passe pas grand chose. C'est un peu. Maintenant, t'as une nouvelle vague de contestation sur le fait que. Mais c'est vrai que t'as une ampleur qui est faite où tu. Enfin, tu vois, t'as une gestion du suspense, de la bombe. Ouais, et puis pareil, le flic corrompu, le Mexicain avocat, le truc sur la morale qui c'était un truc, j'ai l'impression, années 50 sur les States, c'est beaucoup la morale aussi, tu vois. Ouais, c'est en plein du Code Ace pour le coup. Bah ouais, donc faut vraiment être à fond dessus. Et après, c'est tous les classiques. Hein. Bon, côté japonais, on a parlé de Kurosawa. Évidemment, c'est aussi Ozu. T'en as vu, toi ? J'ai juste vu Tokyo Story. Ok, moi j'ai le coffret, je l'ai jamais ouvert. Ouais, mais tu m'as dit ça il y a des années déjà. Hein. Ouais, il est toujours pas ouvert. J'ai 2-3 coffrets de Réal Tarkovsky posés à côté, il est toujours pas ouvert. Tokyo Story, j'ai vu. Il avait fait son premier film, c'était en 48, je crois. Ouais, Ozu, c'est ça. En fait, ça correspond ils appellent ça une nouvelle vague. Une vague japonaise qui est d'après-guerre jusqu'aux années 60. À peu près. Mais il en a fait beaucoup, Ozu. Ah ouais, il a fait un coffret, il y a 25 films. Plus de 20 films. Ouais, il a fait beaucoup. Donc j'ai vu Tokyo Story qui est très bien, mais pareil en termes de rythme, c'était dur quand j'ai vu. Moi, Ozu, j'en ai vu à l'école, j'ai vu du Mizoguchi aussi à l'école, mais j'ai jamais réussi à être dans une phase où je me dis c'est ça qu'il faut que je vois en ce moment. Mais bon, en vrai, je dis ça, et Guillaume Boucaud, avec qui il faut que je fasse un épisode de La Frise un jour, m'a toujours dit, en fait, Ozu, il passe pour un peu le côté Godard à la... Enfin, c'est cliché parce que Godard c'est hyper inventif et tout ça, mais le côté un peu Romer à la japonaise plutôt. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça raconte plein de trucs variés. Tu vois, c'est pas hyper rythmé, mais en tout cas, c'est un cinéma qui est apparemment hyper divertissant. Dans ce qu'il propose, et pas du tout intellectuel, relou. Moi j'ai juste du Tokyo Story qui était assez lent, quoi. Assez lent et tout. Mais après, il y a tout. 7ème saut, c'est Bergman, c'est 57. Ça doit être. Ça c'est le début des années 50. Donc c'est vraiment années 50. Ça, mais c'est vrai que Bergman, c'est. Parce qu'il y a une vague aussi qui Persona, c'est années 50, non je vais te dire ça sur Bergman, mais en tout cas, toi, c'est un réalisateur que t'aimes bien Je n'ai pas. Alors, j'adore Persona. Moi, 7ème saut, je l'ai revu il y a un an, j'ai toujours du mal. Alors, même si tu vois, objectivement. Persona, c'est 66. Ah, c'est beaucoup plus vieux, ok. Ouais. Et alors, le 7ème saut, c'est 57. 57, c'est ça. Je l'ai revu il y a un an, le 7ème saut, ma meuf, elle s'est endormie devant. Donc, direct. C'est un peu la répute, c'est vrai. C'est qu'1h20, 30, c'est court, hein. C'est super court, le 7ème saut. Mais un peu du mal avec celui-ci. Mais je comprends, tu vois, le côté religieux. Je trouve que c'est hyper bien construit en termes en vrai de rythme et tout, tu vois. Mais moi,
ça dort un peu dedans. Fantastique, un peu. Ouais, il y a plein d'idées trop bien sur la composition, surtout côté spirituel, la moralité encore une fois de ces chevaliers, tout ça. En réalité, c'est trop bien, mais tu vois 4,5 sans le cœur, quoi. Tu vois, c'est le genre de truc où tu fais ok, mais c'est pas mon truc. Faut aussi choisir le bon moment, parce que tu vois, enfin, je veux rien à voir, mais pensez à l'inventaire. Hier, j'ai voulu regarder un film un peu tard. J'ai lancé First Code, Richard. Ouais, le film il commence. Parce que t'as vu Mastermind récemment. Non, mais j'ai envie de me dire, tiens, ils sont Movie, tu vois. Mastermind, trop bien. C'est bien, faut que j'y aille. Ok. Non, parce que j'avoue que l'affiche me donnait pas plus envie. Vu que je connais pas Kerry Richard, je me suis dit, je vais commencer, tu vois. Bah, je connais pas beaucoup non plus, mais c'est des constructions du braquage, et ça intéresse aux losers, enfin pas aux losers, mais aux gens marginalisés américains. Pas un peu, je sens que c'est ça. Et c'est vrai que le premier plan, c'est sur un bateau qui passe sur un fleuve, ça dure genre 45 secondes de juste un bateau. Et j'ai fait, il est un peu tard. Je vais tout de suite l'arrêter parce que je vais pas lui faire honneur. Et c'est vrai que Bergman, j'ai un peu cette. Des fois, tu te personnage, c'est super bien rythmé, personnage, je trouve. C'est court aussi. Ouais, non, mais en vrai, moi, Monica, je l'ai vu tard la nuit et j'ai été pris dedans. Tu vois, et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça, enfin, beaucoup plus frais que ce que je m'imaginais, quoi. Fanny Alexander de mémoire. C'est peut-être la décennie d'après. C'est possible. C'est pas son dernier, peut-être. Ça veut dire que je maîtrise mal mon Bergman. Moi, pareil, en fait, je suis allé sur plein de gros réals. Je me suis tapé genre au moins le plus connu. Ouais, c'est ça. Et j'essaie d'aller. Fanny Alexander, c'est 82. Ça doit être son dernier. Et du coup, je me tapais toujours genre les plus connus, 1 ou 2 films. Pour au moins dire que j'en ai vu 1 ou 2, tu vois. Je trouve que. Moi, et ensuite, je reviens dessus, tu vois. Donc, toi, t'as une porte d'entrée de découverte des grands réals, presque un peu. Ouais, en fait, le truc. Aller dans certaines années. Le truc, c'est que les films. En fait, les films, les top IMDb, c'est parce qu'avant il y avait que le top IMDb. Ouais, c'est clair. Et en fait, il y a Dean Nolan dedans. Bon, peut-être pas à l'époque, tu vois. Mais c'est sûr il y en a beaucoup qui sont les mêmes. Plus les films vieillissent, plus ils sont loin. Ils sont loin et tout. Alors, c'est sûr que les films qui sont dedans, ils sont bien. Les bons. Mais ils sont bien, tu vois. Et je me dis, autant tenter les réals, parce que c'est ce qu'on te dit. Si t'aimes bien un film d'un réal, tente les autres. Et puis, et puis ceux que j'avais jamais vu de film, genre Bergman, j'ai tenté 7ème saut, j'avais pas adhéré. Du coup, ça m'a mis en pause sur Bergman pendant longtemps. Ensuite, j'ai vu Persona que j'ai adoré. Fanny Alexander, j'ai pas vu la bonne version, apparemment, parce qu'il y a une bonne version à voir, mais j'ai pas vu la bonne, visiblement. Mais il y a déjà une director's cut, mais ça dure 5 heures. Ça dure 5 heures, je crois, Fanny Alexander, de mémoire. C'est très long. Sur des choses. 5 heures, moi, j'ai une série télé pour après, tu regardes en 2 fois, genre, tu fais 2. Pas déconner, quoi. Sans Tango, je l'ai vu en 3 fois, tu vois. Tu vois, sur Letterboxd, pour rapidement dire les films des années 50, t'as Plus en colère qui est le numéro 3 de tout all time sur Letterboxd, qui est des années 50, t'as les 7 samouraïs, donc c'est quand même t'as Vivre de Kurosawa. Trop bien. Voilà. T'as les Sentiers de la Gloire. Les Sentiers de la Gloire de Kubrick. Bon, c'est quand même une décennie qui commence à faire un peu mal. Et c'est international déjà. Même sur Letterboxd, c'est cool. Sunset Boulevard et tout, je vois. Chanson sous la pluie, qui est un peu. J'ai juste fait une capture d'écran vite fait. Ah non, mais trop bien. Que je vais afficher, vous avez en même temps que nous. Chanson sous la pluie, ça c'est lequel ça ? Ça, c'est Sancho. Sancho, j'ai pas vu ça. Non, moi non plus. Et le truc au-dessus, c'est quoi ? Le truc au-dessus, c'est. The Cradle Flame. Je sais pas du tout ce que c'est. Tu vois, t'as évidemment en France... All About Eve, j'ai vu. All About Eve, c'est l'air de la peur, Clouseau. Il y a Les Diaboliques que j'ai vu, grâce à toi, je l'ai acheté en Blu-ray, trop bien. Il est bien. Mais du coup... Tu t'es fait surprendre ou pas ? En fait, le truc, c'est que, pareil, j'ai plus vu du Hitchcock que du Clouseau dans ma vie. Et j'ai fini le film, je me dis, c'est un peu un film de Hitchcock. Alors que il a chauvé. Hitchcock, en fait, il a fait Psycho après avoir vu Diabolique. Oui, mais c'est pour ça que il y a un truc à faire un peu. Oui, tu sais, atmosphère. Mais c'est bizarre comme. Mais je trouve que le twist, il marche bien. Le twist, il marche super bien. Moi, je me suis fait. Moi, je pense pas que c'est un film à twist du tout, tu vois, donc c'était super. Donc j'ai adoré, j'avais vu Le Corbeau. Faut que je regarde La Vérité, surtout que l'autre il est décédé il y a pas longtemps, donc faut que je le voie. Apparemment il est très bien. Et C'est l'air de la peur, pareil, on en a parlé, j'ai racheté le 4K. Et le 4K est magnifique. Déjà, je sais pas si tu l'avais acheté. Non, j'ai toujours pas acheté. Mais le 4K est mortel et l'ambiance sonore elle est folle et puis le trop inventif quoi. Les 2h20, en fait la première heure où t'es dans le village, au Venezuela, je sais pas quoi, un truc inventif quoi. Et c'est 1 heure, vraiment, ça prend vraiment son temps, t'es à fond, et puis l'1h20, 30 qui reste, t'es comme ça, quoi. Je trouve qu'il est fort, il exploite tout à mort, il fait avec peu, il fait beaucoup, Clouseau. Mais typiquement, pompé à mort.
Ah bah depuis oui. Pompé à mort. Soit les plans sur les roues, tout ça, les liquides, parce que le truc de TNT liquide et tout, il y a une scène où il pose le liquide et tu vois que ça va tout doucement, ça coule, t'es en mode. Ça tu l'as même au bord du ravin, tu sais, avec le truc qui tremble. En fait, c'est des codes qu'il a installés. Je pense que c'est quasiment lui qui l'a installé, ce côté destination finale un peu du. Parce que tu t'assis sur un petit détail qui doucement commence à faillir. C'est génial. Puis le travail sur le noir et blanc est magnifique, forcément. Et les acteurs sont ouf. Non, génial. Et en fait, c'est des films qui, moi, j'essaie de conseiller parce que moi, c'est surtout des gens qui s'intéressent au cinéma qui regardent. Bien sûr. Et je leur dis, faites ça a l'air de la peur, vous allez prendre une claque. Ouais, c'est mais parce que c'est un truc, c'est immense. Mais c'est que c'est dur à conseiller parce que beaucoup de gens qui découvrent le cinéma, ils ont déjà vu ça, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est très dur à enlever. En fait, il faut recontextualiser, il faut dire et tout, il faut utiliser des anecdotes, des choses et tout pour motiver les gens à se dire à la fin, c'est du vrai pétrole, tu vois, genre de truc pour les motiver à. Oui, et ça, et c'est vrai parce que c'est un film extrême, tu vois. Mais vraiment. Franchement, mais même, tu sens, d'ailleurs, Sorcerer, qui est le remake, tu sais, il y a un tournage extrême. Enfin, c'est des films qui sont faits dans des conditions qui font qu'ils peuvent pas tricher, quoi. Ouais. Ils sont obligés de se foutre dans la jungle avec des camions. Puis Sorcerer, je trouve que c'est un bon remake, quoi. C'est vraiment ces trucs. Moi, je préfère largement celui de Clouseau. Je l'ai acheté en 4K, pareil, faut que je le revoie Sorcerer. Mais Sorcerer, il y a un truc où tu sens que ça a été la zermie pour tout le monde. Tu sais, ça transparaît dans la péloche, quoi. Mais en fait, et je trouve que les films des années 50, j'essaie d'en conseiller de plus en plus. Sunset Boulevard, je pense que je vais le conseiller dans le mois prochain. Toi, tu fais un vidéoclub, c'est ça? Ouais, une sorte de Rage Ciné Club, j'appelle ça. Un ciné club. Et tu vois, ça marche bien, c'est 300, 600 000 vues, voire 1 million parfois sur les Instagram et TikTok. Et les gens, ils regardent, ils m'envoient et tout. C'est cool qu'ils découvrent. C'est quoi le concept, vite fait? Non, c'est juste, au fait, je recommande. Moi, je suis pas sur Insta. Je recommande juste 4-5 films à voir dans le mois aux gens. Je leur dis un film par semaine. Et en général, les cinéphiles, ceux qui regardent peut-être ta chaîne, ils les ont tous vus, quoi. Mais j'essaie de conseiller au moins un film français, un film peut-être un peu plus récent, facile. Ça dépend de la vibe, tu vois, de ce que j'ai vu récemment, je peux en parler plus simplement. J'essaie toujours de conseiller des trucs. Ce mois-ci, j'ai des trucs un peu plus simples. On m'a fait la remarque, c'est pas assez pointu. Je fais, ok, le mois prochain. Non, mais genre des trucs. Parce qu'en fait, je fais les sondages, et dans les sondages, les gens, ils ont pas beaucoup vu, tu vois. Donc c'est toujours un peu. Mais évidemment, ceux qui parlent, c'est ceux qu'on veut. Ouais, bien sûr. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas vu parce que je fais les sondages. En fait, je me rends compte que. Et tu vois, là, j'ai conseillé Le portrait de la jeune fille en feu, récent, Elephant Man, parce que je me suis refait tous les Lynch pour une émission. Ouais, justement, je les ai tous rachetés, enfin, achetés tout court. Je les ai tous refaits, là, donc ça, pareil, incroyable. Moi, je suis pas trop Lynch, moi. Moi, là, j'ai repris ma claque. Mulholland Drive, pour moi, c'est. En termes de film satisfaisant. C'est parfait, quoi. En termes de montage, ça c'est le truc qui m'a remarqué en le revoyant. Le mood. Lost Highway, je préfère en mood peut-être. Lost Highway, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un truc Lost Highway, il y a un truc un peu plus edgy, et la fin et tout, moi, elle me baise. Ça me nique. Un truc très humiliant par rapport au sexe, à la femme, et Arquette, elle est géniale dedans, elle dégage un truc. Bref, elle dégage un truc. Non, truc femme fatale un peu. Et non, puis j'ai pas revu encore Inland Empire parce que. Ça, je l'ai jamais vu. Moi, tu sais, en cours, on a fait un cycle Lynch. Et j'ai séché le cours, on projetait Lumber, je peux pas, en salle, tourner en DV, 3 heures. Et je regrette parce qu'aujourd'hui, je me dis, en fait, ça aurait été le seul moyen de le voir dans des conditions un peu... Tu vois, en vrai, il passe souvent au Cinoche à Paris, si jamais. Mais à Paris, tout passe souvent. Voilà, mais c'est vrai que j'avoue que à l'époque, j'étais en mode genre, non, là, j'ai pas envie de... Non, mais à la maison, ça va, je peux le regarder, mais c'est juste que... Celui que j'aime le moins, tu vois. J'ai découvert une histoire vraie aussi, bref. Mais celui que j'aime le moins. T'as pas aimé, toi, une histoire vraie? Non, je me suis défoncé en plus sur internet. Je suis passé vite fait. Non, mais l'histoire vraie, je trouve que il est bien, c'est sympa. Mais c'est le moins Lynch dans sa construction et tout. Et les gens me disaient non, mais c'est quand même les thématiques qu'il aborde. Je fais oui, c'est les thématiques qu'il aborde. Mais c'est sûr que t'es sur quelque chose. Après, c'est marrant parce que même le titre le raconte. Straight Story, c'est en mode je vais pas faire de détour. Tu vois, il sort d'un film où il a fait une boucle chelou et tout, et là il fait un Straight Story. Allez, mais il est bien et tout. Tu vois. Et Blue Velvet, j'ai un peu revu à la baisse. Ça m'a moins marqué. Moi, Blue Velvet, c'est vrai que j'ai pas une affection de ouf, quoi. Mais moi, non, je suis comme toi. C'est ce petit virage où il fait Lost Highway, Mulholland Drive. Ça m'a fait capoter. Ouais, même en le voyant aujourd'hui, génial. Ouais, faudrait que je m'y repenche. Il y a un truc que j'ai regardé. En plus, Lost Highway, il fallait que je le regarde à 23h, un truc. Parce que ça commence avec la route et tout est bien dedans, le système son, la télé. Très content quand même. On quitte les années 50 ou quoi? Ouais, mais années 50, au fait, c'est très facile à recommander, mais il faut un peu de contexte pour les gens. Moi j'adore ce cinéma, je regarde beaucoup. Enfin, je trouve que les grands films classiques, quand tu y vas dessus, tu vois, des trucs comme Holobative et tout ça. En fait, au début, tu te dis ça va être chiant. En fait, c'est très vite, très, parce que ça joue bien, c'est rythmé. Tu vois, le rythme est pas le même, mais ça reste rythmé parce que, en fait, ça fait que parler tout le temps. C'est hyper. Mais ça meurt parce qu'il y a plus de télé.
aujourd'hui. Ouais. Et moi, j'ai découvert beaucoup c'est de des vieux trucs films et de passés films un tout peu court. tard Et tout tu vois, ça. ce matin, j'ai regardé le coup près de Gavras parce qu'il y a Parchanou qui est sorti. Du coup, je me suis refait. Donc, Et Gavras, tu veux dire le Gavras, je dis quoi? Ouais. Non, Du Costa j'ai Gavras, entendu. ouais. Et du coup, le Park Chan-wook, bon, je trouve ça sympa sans être dingue. Et le coup près, je l'avais déjà vu à la télé, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu considères que tu l'as vu, pas vu? Mais en fait, je l'ai déjà vu, mais j'étais plus jeune, ça passait à la télé, tu vois, pas activement. Et là, j'ai revu, moi j'ai beaucoup aimé. Bref, années 80, 90. 80-90, ok. C'est intéressant parce que là, sur la première vidéo, on a longtemps parlé des années 80 avec David, parce que c'est sa décennie un peu. Il fait partie de cette génération. Ouais. Toi, qui est plus tard, toi, c'est quoi ton regard sur ces films-là ça m'intéresse. Mais non, mais étonnamment, vu que tu vois, j'ai commencé avec, on va dire, Star Wars. Ouais. Star Wars, Disney, mon premier film que j'ai vu en salle c'était Dinosaures, horrible. En le voyant. C'est vrai que t'as très nul. Toute la génération d'avant, ils se sont tapés les petites sirènes, la Belle et la Bête, en premier film Aladdin. Ouais, mais j'ai pas vu ça en salle, après j'ai eu les cassettes et tout, donc j'ai découvert ça. Oui, mais je veux dire, quand on a tous le premier film, c'est souvent Disney. David, il me disait que c'était genre Basile, détective privé. Ouais, ça va. Moi, ça doit être Aladdin, tu vois, c'est stylé. Tu vois, c'est vrai que c'est la flemme. Non, mais Dinosaures, j'ai adoré quand j'étais gamin, tu vois, parce que c'est des dinosaures, en plus, c'est la Jurassic Park manière un peu dans la tête des gens. Là, c'est Zidane des plongeons. Ah, horrible. Et je l'ai revu il y a quelques années déjà, mais horrible, le film est nul. Mais j'ai revu en VO du coup, parce que je l'avais toujours vu en VF. La plus grosse déception moi, c'est une de mes plus grosses écarts entre le teaser et le film. Parce que le teaser, moi qui l'ai vu, je me rappelle, je l'ai vu en salle et j'étais avec mon frère quand on a vu le teaser. Le teaser, il est incroyable. C'est genre, il y a un oiseau qui vole, enfin, t'as un monde de dinosaures, l'œuf, t'as aucune parole, tu te dis, mais dans quoi je débarque? Et en fait, le film, c'est un body movie un peu pourri. Vraiment... méga bavard pour le coup. Ouais, méga bavard et tout. Alors que vraiment, le teaser, il était genre, t'as l'impression de voir le début du royaume, tu vois. Ouais, c'était genre incroyable et tout. Ouais, et en fait, très nul, très nul. Mais en tout cas, j'ai découvert avec ça le cinéma et Star Wars 2 qui arrive dans la foulée. Et Star Wars 3, j'étais vraiment à fond. Et forcément, vu que j'ai regardé Star Wars, George Lucas, THX, American Graffiti, la trilogie plus après évidemment, et après Lucas, tu fais les autres blockbusters qui ont marqué la génération Star Wars. Donc, en fait, moi j'ai beaucoup vu d'Amblin et de vibe Spielberg et blockbuster. Donc forcément dans la mer, Indiana Jones, E.T., tous ces trucs là. Bon, Lucas il en a pas fait, hein, mais voilà, c'est une époque où j'essaie d'en voir le plus possible. Et les grosses licences, tu commences avec ça forcément quand tu découvres. Donc Predator. Rocky 77, mais il y a les ceux d'après quoi. Il y a le 4 dans les voilà. Donc tu vois tous les trucs méga connus que tout le monde connaît. Aujourd'hui c'est la grosse. Aujourd'hui c'est ce que je faisais la blague, c'est que toutes les 2 semaines t'as un film des années 80 qui sort aujourd'hui. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, Ghostbusters, Predator. Ouais, jamais été trop Ghostbusters pour Alien, le coup. c'est pas les 80, c'est 79. Ouais, mais il y en a le Alien c'est 86, le deuxième je crois. Ouais, c'est ça, c'est 86. Et moi je crois que j'ai vu le deuxième en premier. Bref, peu importe, mais ça se mélange un peu. Le fait, donc toi c'est pas, enfin t'es allé les voir parce que c'est un peu les trucs. Non, moi je suis génération internet, tu vois, dans tous les cas. Donc moi j'ai grandi avec internet, ça existait. En fait on est un peu en décalage parce que mes parents ils avaient pas énormément d'argent. Du coup quand t'as pas beaucoup de thunes, t'es décalé d'une génération de consoles de jeux vidéo, de cinéma aussi, tu vois. Donc tu découvres les films du passé un peu, mais avec internet, en fait tout est dispo, surtout le cinéma quoi. Le cinéma, les jeux aussi d'ailleurs. On a eu de la chance d'avoir accès à ça. Moi j'ai piraté super tard, donc moi je suis né dans le piratage, sur des Bane, dans Dark Knight Rises. Non, mais pas se mentir, on a tous piraté. Le nombre de sponsors que j'ai perdu parce que j'ai dit ça, mais je m'en fous. Non, parce que c'est la vérité, je veux dire, quand t'es un gamin, t'as pas de thune, ou même quand t'as pas de thune tout court, gamin adulte, en fait t'as pas le choix si t'as envie de regarder des films. Tu vas pas louer. Aujourd'hui, j'aurais pas le même discours dans le sens où on a les plateformes de streaming, t'as accès. Ah oui, aujourd'hui, oui. Voilà, tu payes pour 25 balles quand t'as moins de 25 ans, t'as accès à quasiment toutes les plateformes avec certaines offres. Bon, je dis pas qu'il faut pas pirater, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois, je suis pas moralisateur. Mais à une époque, pour avoir un film sur ton ordi portable quand t'étais ado ou sur ton ordi ado, t'avais pas d'autre moyen que de le pirater. Donc forcément. C'est récent même, tu vois, combien d'années il a fallu avant que Game of Thrones soit vraiment dispo, démocratisé. Les séries, j'en parle même pas. C'est vrai que moi, t'as raison, j'ai piraté à cause des séries. Parce que j'ai essayé de suivre en temps réel. Ah oui, impossible. Moi, j'ai découvert Lost vers la fin. Et t'as pas le choix. Et puis même, sinon, faut être sur la télé, c'est lunaire comme concept. Bref, génération internet et du coup, forcément, piratage. Et je pense qu'encore aujourd'hui, le plus de films que j'ai vu dans ma vie, hors cinéma, c'est le piratage, quoi. Parce que le temps d'avoir de l'argent, de redécouvrir. Enfin, je compte pas le streaming, parce que le streaming, c'était un package, et c'est un peu différent. Mais tu sais, individuellement, j'ai plus piraté que loué, tu vois. Même si maintenant, je loue, je soutiens, des trucs comme ça. Et c'est même plus simple aujourd'hui de louer que de pirater. Mais avant, t'as pas le choix. Et du coup, tu traînes beaucoup sur. Moi, je suis juste avant les réseaux sociaux. Enfin, j'ai grandi adolescent réseaux sociaux. Toi, mais moi, j'étais 97. 97. Donc, moi, j'étais très forcément, PC. Pour donner un ordre d'idée, t'as 15 ans 2010.
J'ai 15 ans, Facebook, ouais. Voilà, ça. Facebook, ça arrive quand je suis au lycée. Ouais. On va dire, ça explose quand je suis au lycée, Donc, quoi. 2010, c'est le début des smartphones, de Facebook, 2007, et d'Instagram, c'est le début de cette période-là, c'est 2010, qui marque un peu ce moment. Ouais, donc moi, là, t'as 15, t'es au lycée, quoi. Puberté, ouais. Snapchat, le Hobbit, il sort, tu vois. Voilà, donc, tu vois, à ce moment-là, donc 15 ans, quoi, un truc comme ça. Et donc, moi, j'étais très PC, donc de base, j'étais très dessus, jeux vidéo, films et tout, donc je savais comment télécharger. J'utilise le même site roumain depuis 2004, qui existe encore aujourd'hui et qui marche très très bien. Il y a beaucoup de choses. Et donc, ça fait super longtemps. Ils ont... Non, plus que 2004. Non, 2005, ils ont fêté leurs 20 ans l'année dernière. Bref, ils fêtent leurs 20 ans. Et les Roumains savent c'est quel site. Et en gros, donc tu découvres ça. Après la liste, les licences, ça c'est sûr. Je réfléchis à quoi d'autre. C'est un cinéma qui, quand tu vois, toi qui justement a pas vécu le truc en temps réel, quand tu vois un truc comme Stranger Things, qui est une espèce d'exploitation de cette nostalgie-là, tu le prends comment moi, j'ai pas de nostalgie des années 80, et j'ai jamais été vraiment nostalgique de cette période, même quand tu vois des œuvres, tu te dis, en fait, ça me chauffe pas plus que ça. Ouais, c'est pas un cinéma qui te fait rêver plus que ça, quoi. Non, alors, même le cinéma, en revoyant beaucoup des films, je suis moins fan. C'est Die Hard, c'est aussi les années 80. 87. C'est solide, tu vois, mais ça m'impacte moins aujourd'hui. Pourtant, quand j'étais gamin, Die Hard, j'adorais tous les voir et tout. C'est super comme film d'action, enfin c'est genre parfaitement fait et tout, mais ça marque moins émotionnellement peut-être que d'autres films, mais les licences moins, j'ai l'impression, de plus en plus. Les trucs, les Indiana Jones... non, Indiana Jones j'adore, tu vois, les 3 premiers j'adore, le 2 un peu moins, mais... C'est vrai que t'as Retour vers le futur aussi dans les années 80. Ouais, ça j'adore, mais c'est pas non plus ma génération, alors j'adore, hein, c'est super, mais je suis pas le genre de mec qui va se faire taper tous les ans ou ce genre de truc, mais c'est... Ouais, t'as pas un affect particulier. Non, j'ai pas d'affect particulier, avec cette décennie. Et j'ai jamais eu de, tu sais, je vais te comparer à quand Tarantino il fait le Once Upon a Time, j'ai limite plus envie d'être nostalgique des années 60, 70 avant, Sharon Tate, tout ça, cette vibe là un peu hippie, tu vois, plus que années 80. Moi en termes de société, je suis largement plus... Je suis comme toi, c'est sûr. Tu vois, les Reaganomics, era bizarre, et ça, c'est un truc guerre froide. Qui a assez politisé sur Internet et qui a vraiment des opinions tranchées sur certains aspects. Les années 80, t'as une vision de ce que ça représente qui peut faire... C'est un truc, c'est des valeurs qui, de base, tu sens que... Non, en fait, je m'en fiche un peu des valeurs dans les films, un peu. En fait, ça dépend. Si en fait, tu vois, Back North, un peu raciste, je m'en fous. Moi, je trouve ça stylé, tu vois. Je trouve ça cool, tu vois. C'est intéressant, il y a des choses. Non, ça me dérange pas trop. Mais en fait, la même époque, enfin, tu vois... moi, t'es jamais trop à calquer un rapport moral aux œuvres, toi. En fait, il faut réfléchir à ce que l'œuvre, elle dit. Mais... je veux dire, si tu vois un film de nazi, je ne deviens pas nazi, quoi. Tu vois, donc moi, c'est intéressant, puis c'est une époque, c'est vers la fin de la guerre froide, donc c'est un cinéma qui est complètement différent aussi, avec Rocky IV à la fin de la guerre froide, tu vois, typique. Donc c'est marrant. Et puis l'autre côté, c'est que j'ai découvert plus tard, surtout Tarkovsky côté soviétique, c'est les années 70, Tarkovsky aussi beaucoup. Stalker c'est 70, un truc comme ça, je crois. Je crois que c'est j'aurais dit, tu vois, Je sais pas, montre, c'est quoi les tops années 80 Je suis curieux de voir, c'est quoi les mieux notés. Parce que les licences, elles sont bien notées, mais elles sont pas... Ouais, je vais te dire ça. Donc les tops... Ah oui, Requiem pour un... Donc il y a Requiem pour un massacre, il y a Ran, il y a Cinéma Paradiso. Donc le premier, c'est Requiem pour un massacre. Requiem pour un massacre, incroyable. T'as le début, t'as le tombeau des Lucioles, t'as le Bergman, Fanny Alexandre, t'as Mishima, film japonais que j'ai jamais vu. Paris, Texas, j'adore aussi. Même si Wim Wenders, il fait le con là en ce moment. Ah ouais? Il fait la Berlinale et il a dit ouais, pas de politique ici. Ouais, ok. T'as quand même fait des films méga politiques, mec. C'est bizarre de vouloir. Parce qu'on lui a posé une question Palestine et tout. Ah oui, ok. Il a fait, c'est bon, on est en Allemagne, on parle plus de ça. Et du coup, il se fait shitstorm sur les réseaux là. De toute façon, tu fermes ta gueule, tu te fais engueuler, tu te fais engueuler. Il y a le début Spike Lee, tu vois, en 80, The Thing. Amadeus. C'est sûr que là, on est hors. Là, finalement, tu vois. Là, ça marque plus, tu vois. Dans les. Donc, il y a combien? On est à peu près une vingtaine de films qui sont dans le top 250 de Letterboxd. Oh, un bon 27. Et dans les 20. Et à part Star Wars, qui est devenu une vraie licence forte, les autres, The Thing, c'est une licence toute pétée qui n'existe pas. Les autres, c'est pas des licences. C'est mon film d'horreur préféré de film, je pense. Ouais, moi aussi, incroyable. Et non, mais en fait, toute la liste là, hors licence, c'est que tous les films que tu as cités, je les aime beaucoup. Je les ai pour le coup là, quasiment tous vus, je pense. Mais je trouve que c'est pas. Ils englobent pas trop le mood. Non, mais ça en dit long. Ça en dit long parce que c'est vrai que quand tu penses années 80, tu penses plus à Retour vers le futur, à Rocky IV. Enfin, tu vois, c'est un peu l'optimisme à l'américaine, tu vois. Ah ouais, à Donf et le côté shérif du monde un peu. Le côté Rocky IV, quoi. Bah ouais, je vais
littéralement. Mais un peu, tu vois, quand ils font Predator, ça se moque un peu de ça aussi. Donc il y avait un second degré, peut-être un peu involontaire, un peu caché. Ouais, bah c'est Verhoeven qui fait très bien. Tu vois, Verhoeven, ce sera plus dans les films des années 80, mais déjà quand il fait Robocop en 87. C'est McTiernan, Predator. Oui, mais je veux dire, Verhoeven, il fait ce côté. Il parodie un peu le. Robocop, ouais, carrément. Tu vois, c'est une espèce de. Il avait fait Starship, c'est après, c'est 90. Ouais, c'est 97. Il a quoi en 80 Il fait Total Recall. Il fait La chair et le sang, mais qui est produit européen, moi non plus. Et après, il fait Robocop. Il est néerlandais, c'est ça. Ouais, il est néerlandais. Et après, il fait Robocop 87, si je dis pas de bêtises. Et après, il fait Total Recall en 89, je crois. Okay. Donc, t'es vraiment sur ces. Et pour le coup, Robocop, c'est une satire, quoi. Enfin, ça, la gueule des États-Unis, par rapport à la violence et tout ça. Non, puis l'apport à la police aussi, il est intéressant. Déjà, non, c'est mortel. Verhoeven, j'aime beaucoup, quasiment. Celui qui fait Elle aussi, à 2016, qui est très bien. Benedetta, moi j'ai bien aimé aussi, ça m'a moins marqué. Je l'ai un peu oublié au final. Un peu oubliable, mais plus t'y penses, plus c'est assez osé d'avoir fait ça quand même. Clair. Moi j'avais bossé avec le régleur cascade qui m'avait chauffé 2 ans avant que le film sorte. Il m'avait dit tu vas voir, il y a des batailles, des guns et tout. J'étais en mode ça a changé. Lunaire. Est-ce qu'on se tire un petit papier? Mais ouais, non, années 80, c'est que hors licence, les films sont ouf. De ce que tu as montré. Le top il est bon, franchement, il est bon. Moi ce dont on a longtemps parlé avec David, c'est surtout, on s'est questionné avec David sur pourquoi ces années-là ont à ce point-là figé le temps pour qu'on se tape des échos de cette décennie encore aujourd'hui. C'est juste que, après, on a essayé de réfléchir à ça. Non, mais c'est juste parce que les gens qui font les films aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont votre âge. Oui, il y a ça. Toi, t'es 80 combien 89. 89, donc c'est vraiment la fin. Et David, il est un peu plus âgé. David, il est de 80, je crois. 80 tout court, peut-être un peu avant. Ok. C'est juste, pour moi, c'est juste que les gens qui font des films aujourd'hui, ils ont grandi dans les années 80. Oui. Et on le voit, moi, il y a un film que j'ai vu, je sais pas si t'as vu Didi. Film sur une famille asiatique aux States, un film d'auteur. Ah oui, non, j'ai pas vu. Bref, sorti l'année dernière. Et le mec, je crois qu'il a 30 ans, et lui, sa nostalgie, c'est le début de YouTube. Ouais, c'est ça, 2010. Donc c'est l'histoire du début de YouTube, genre 2005. Okay. Et tu dis, ok, en fait là on va se taper une génération, les prochains qui vont faire des films, ils seront nostalgiques de mon époque, tu vois. Bien sûr. Ou un peu du coup de la tienne, 90, 2000, tu vois. Moi il y a eu la vague là, tu vois, il y a eu Culte sur Love Story. J'ai pas vu, mais je vois. Tu sens qu'on est sur cette vibe années 90, début 2000, où on glamorise cette période, oui en effet, des gens qui ont 35, 40 ans aujourd'hui. Mais c'est particulier parce qu'au fait, je trouve que les années 80, même tu vois, politiquement, c'est la fin, c'est la fin de la guerre froide, du coup c'est la domination des States et tout, c'est le bordel partout ailleurs dans le monde grosso modo, et ça s'exporte très très bien aussi quoi. Et c'est le début des blockbusters au final, parce que en fait, dans la mer c'est l'année 75. C'est le début des blockbusters, et ce qu'on disait avec David qui est sûrement vrai, c'est que c'est vraiment le moment où ils ont essayé de faire des films pour ados, enfin qui tapaient large, qui était plus, il y avait un plus universel. Plus on cherche les jeunes, et donc il y a un côté où c'est des portes d'entrée pour le cinéma très très fortes. Et en effet, c'est la suite de Star Wars, c'est la suite de Rocky, c'est des films où d'un coup, ça va devenir des sagas, et c'est tout ça qui fait que c'est devenu c'est la décennie qui a le plus influencé le cinéma aujourd'hui, parce qu'on est en termes de marketing aussi, je pense qu'il y a un tournant, parce que j'ai l'impression que les machines marketing, elles explosent. Après, parce que Star Wars, c'est un peu une surprise. Et après, ils se disent, maintenant. Merchandising. C'est ça, avec le retour du Jedi. Il faut créer des films qui deviennent des produits culturels, cross-média. exactement. Donc, c'est qu'il y a ça, et l'arrivée des jeux vidéo, c'est un peu après, mais il y a plein de trucs comme ça. C'est que ça. C'est le début d'une époque. Et moi, tu satures un peu. Et qui a aussi une identité très marquée. Musicalement, vestimentairement parlant, enfin, tu vois, pour les États-Unis, c'est un peu le moment où ils étaient en. Ouais, mais on dit ça, mais tu sais, les années 70, avec le disco, la fin de la guerre du Vietnam, c'est très marqué aussi. Il y a eu des trucs, hein. C'est quand même Saturday Night Fever. Les années 70, ça reste. C'est légèrement dans un côté un peu. Paranoïaque, il y a un côté un peu noir, un peu sombre. Ouais, mais tu vois, même je pense que. J'ai vu Austin Power hier, il s'amuse. Mais tu vois, je pense que la nostalgie années 80. Elle est un peu vraiment, elle est très ricane. Ouais, très ricane. Parce que quand tu vois ouais, c'est ça, très molle, les vêtements flashy, les coupes de cheveux et tout. C'est vraiment commercial. Années 70, c'est plus universel avec le disco qui était vraiment un truc un peu partout. Ouais, mais même cette espèce d'élan de liberté qu'a. Bon, nous en France on a eu mai 68, eux ils ont eu le Flower Power l'été 69 aux États-Unis, qui est 2 événements. La fin de la guerre du Vietnam aussi, c'est un truc marquant, la guerre de Corée, c'est un peu après. Il y a eu des trucs comme ça. Avant, avant, pardon. Mais ça a quand même marqué une époque. C'est sûr qu'en tout cas, c'était en fait, il y avait un côté politisé, contestataire, qui était beaucoup plus, je pense, stimulant que les années 80, qui en fait, vu de l'extérieur, les années 80, il y a un côté, même un peu.
tu vois, un peu, un peu vindicatif, un peu fric, un peu coke, un peu... c'est vrai, c'est pas une... Enfin, non mais c'est vrai. C'est des valeurs qui font pas totalement rêver, alors qu'en effet, le côté contestataire 70, il fait kiffer, quoi. Ouais. Ouais, Consommation 80 beaucoup. Ouais, on passe à 2020. Eh bah ouais, cette décennie-là. Bah je sais pas trop. Ah. Je pense que tout le monde se pose la question un peu de... Ouais. Pour moi, il y a un truc majeur déjà dans le cinéma mondial, c'est la fin du MCU. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Ça c'est gros tournant majeur en 2019, le Covid, gros tournant majeur. Et puis un peu la fin des salles de cinéma entre guillemets, l'arrivée du streaming qui explose. Ça s'applique. C'est une année, une décennie compliquée. Et en termes de, les années Trump aussi, qui impactent le cinéma mondial pour le coup, on peut dire ce qu'on veut. Tous les films qui parlent de dictature. En France aussi, on pourra le dire. Hein. Non mais toutes les films qui parlent de dictature, peu importe le pays, que ce soit en Argentine, au Brésil, en France, aux States, la montée de l'extrême droite, c'est un truc qui marque le cinéma, mais on l'a vu direct. L'exemple que je donne toujours, c'est quand ils ont la loi Roe vs Wade sur l'avortement. Ouais. 2 ans après ou 1 an après, il y a Immaculée qui sort aux States, il y a Malédiction et les origines et Alain Romulus, 3 films qui parlent d'avortement. Ouais. En genre 3 mois d'écart, tu vois, tu te dis, bon, en fait, il y a un truc. Même si l'horreur a toujours parlé de trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais là, En fait, ils produisent très vite, j'ai l'impression, tu vois, il y a une news. Ouais. Alors en série, ils produisent méga vite. Alors, c'est paradoxal parce qu'ils produisent vite et lentement en termes de série. Et puis, c'est aussi le truc où les séries commencent à remplacer de plus en plus la manière dont les gens regardent du cinéma, donc plus de cinéma et regardent des séries. Maintenant, les événements culturels, c'est plus, pas que, mais beaucoup de séries. De moins en moins cette décennie. Ouais, là, genre le post Game of Thrones, il est un peu. Non, mais c'est vrai que. La fin Marvel Game of Thrones, ça, il y a c'est en plus la même 2019, année. C'est Covid juste après. Il y a un reset culturel. Ah, mais 2019, quand tu prends du recul, c'est quand même assez surprenant parce que c'est fin de Game of Thrones, fin de Endgame. Un peu d'une ère. Voilà, c'est Parasite qui a l'Oscar. Ouais. Donc c'est quand même, tu fais genre, il y a un côté genre Hollywood, vous êtes sûr que vous êtes attaqué ou pas là Et c'est Disney qui fait 83% du box-office mondial. C'est l'année où il y a le plus de films qui passent le milliard de l'histoire. C'est le plus gros box-office de tous les temps. Enfin, tu vois, il y a un truc. Et pourtant, après, tout va chapeauter. Quoi. C'est trop drôle. C'est le cycle Kondratiev. En économie, t'es obligé d'être en haut pour que ça pète après. Et c'est trop drôle que le Covid ait. Parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé l'année d'après. C'est vrai que ça. Peut-être de Flash, on va faire un milliard. C'est possible. Non, mais du coup, c'est super intéressant. Et maintenant, on est un peu dans une ère, j'ai l'impression. Clairement, aux States, le truc Trump a matrixé tout un truc. Je pense que même dans le rapport à toutes les grosses licences, ils parlent de ça aujourd'hui. Tous les films un peu populaires, ils parlent un peu de fascisme aux States. Surtout parce que c'est des démocrates du coup qui font les films majoritairement. Et chez nous, il y a un essor du cinéma français qui, je trouve, beaucoup. C'est une belle décennie pour le cinéma français qui s'internationalise beaucoup aussi. Avec, on l'a vu avec La Tomie d'une chute, l'histoire de Suleiman qui finit dans le top de Variety, c'est fou, tu vois, en vrai. Alors ça fait 400 millions mais attends, mais même, c'est vrai que c'est un peu. The Artist qui gagne l'Oscar il y a 10 ans, c'était déjà autre chose, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a eu un cinéma français qui, en termes, dans plusieurs domaines, mais en termes de reconnaissance, je sais pas combien de palmes d'or on a eu ces 20 dernières années. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, on a eu Titan dans les années 2020, c'était 2020, enfin 2022 je crois même, un truc comme ça. La dernière, on a eu Anatomie d'une chute, donc on a eu 2 palmes d'or françaises en même pas 5 ans. Techniquement, Un simple accident, c'est coproduit en France. Techniquement, c'est bon. C'est un film iranien, on est d'accord. Contre le fait de dire que c'est une mais c'est pour moi, non, mais je suis d'accord. Non, mais en tout cas, déjà, ça faisait, tu vois, tu te dis, t'as des palmes d'or de films français dans cette décennie-là, ce qui est quand même... On a avant La vie d'Adèle, c'était c'est 2010, mais en fait en vrai alors qu'avant Entre les murs qui est en 2008 si je dis pas de bêtises, il a fallu attendre genre 20 ans. C'était Sous le soleil de Satan, le dernier film français qui a eu une palme d'or, et c'était genre en 80 longtemps, je sais plus combien là, tu vois en fait c'est pour moi c'est bon, déjà on est qu'à la moitié plus ou moins, on va dire 60%. Oui, non, ça on peut pas juger donc c'est compliqué. Et tu sais en termes juste de si tu dis les nostalgies des années 80, il y a un truc marquant, tu vois, dans le style, dans tout. Ah bah là tu pourras pas. Il n'y a pas de DA là. Là il n'y a pas de DA. Il n'y a pas trop de DA. Non, moi la DA qui me ressort le plus, c'est un peu la DA Sévrance, minimaliste, backroom un peu. Oui, Exit 8, le pardon Exit 8 là. Ah oui, ouais, mais pas en fait pas le truc un peu. Je sais pas comment expliquer. En fait, on est dans une époque où c'est la crise. Mais constante, tu vois. On n'a plus personne n'a la thune. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans la crise en mode genre 2008 où là c'est la merde. Non, là c'est genre c'est la merde. Là c'est constant dans la merde un peu. Totalement. Et il y a plus de, il y a le Covid, ça a été Et l'apport aux gens a complètement changé par rapport à la manière de consommer de l'art. Et consommer, c'est devenu un peu le terme.
Maintenant, au cinéma, il faut que tu crées des événements pour que les gens y aillent, sinon les gens y vont pas. En termes de séries, elles font moins l'événement, même s'il y a de moins en moins de trucs. Les gens, ils bossent plus, il y a moins d'argent. Donc il y a tout ce truc où les gens sont moins intéressés parce qu'ils n'ont pas le choix par les œuvres culturelles, quoi. Après, je dis ça, mais les jeux vidéo, ça expose des records chaque année. Cette année, il y aura peut-être c'est la décennie, pourtant, décennie GTA, hein, qui sait. Ça licencie parce que plus que jamais. Ouais, mais c'est des raisons technologiques, oui, tu vois. Totalement, Et puis, est-ce que c'est la décennie de l'IA? Ça, on sait pas encore, mais ça, on a l'impression que ça va s'y diriger grandement. En tout cas, les années 30, c'est la décennie de l'IA. Hein. Les années 30, oui, c'est sûr. Ouais, 30, c'est sûr. Non, c'est sûr, on va pas y couper. Hein, on peut dire ce qu'on veut. Toi, on en parle souvent, mais t'en penses quoi, toi Moi, je comprends, tu vois. Je comprends. Non, mais en fait, je comprends. Je sais pas, toi, t'es réal, tu dis, je vais économiser peut-être des dizaines de milliers d'euros en tapant un prompt d'un establishing shot qui est trop pratique, tu vois. Tout le monde va faire ça. Mais, je sais pas. Le truc, c'est que le process d'où il vient, il est nébuleux et problématique. Il y a un côté un peu, t'as l'impression d'avoir souillé des gens de leurs œuvres. Travail un peu. En fait, il y a plusieurs trucs, mais oui. Il y a un peu de ça, et je m'en fous si tu fais des conneries sur YouTube. Moi, et Miniature, on utilise de l'IA parce que c'est plus en termes de temps, on n'a pas le temps de les faire avec Nils et tout. Donc on l'utilise. Mais moi, j'utilise de l'IA pour des recherches tout le temps. Enfin, c'est pratique d'un point de vue de travail, tu vois. Sauf que pour toi, ton travail, c'est de l'art, tu vois. Donc, tu sais, c'est difficile de dire que moi, j'utilise ça pour mon travail, pour faire des recherches, faire des trucs constamment, et toi te dire, non, en fait, va filmer dehors, tu vois. C'est un peu particulier, parce que, un avocat, il va utiliser l'IA pour chercher des trucs, un auditeur et tout le monde va utiliser ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est en fait, c'est une question de proportion, quoi, tu vois. Il y a des trucs qui sortent en full IA, tu dis déjà, bon, c'est moche, mais c'est pas un bon argument, parce que ça sera plus moche à partir d'un moment, quoi. Oui. Mais c'est le truc en mode... moi, j'ai pas envie que l'art que je vois soit fait par un mec derrière un prompt, quoi. C'est surtout ça. C'est un peu agaçant. Ouais, je peux comprendre, mais c'est vrai que on touche à... En fait, là, on est à la période, je pense, qu'on n'est pas apte à réellement se rendre compte, parce qu'on n'a jamais vu d'œuvre. Enfin, tu sais, on voit des mini-clips de 1 minute qui refont des combats de Dragon Ball Z, parce que je parle de ça, parce que récemment, il y a eu le truc chinois qui a inondé le... Enfin bref, et donc tu vois des trucs où tu dis, c'est super bien fait et tout, mais en vrai, ça te provoque rien. Mais parce que c'est un mème. Enfin, tu vois, c'est 1 minute, avec, bon, c'est bien fait, mais c'est un gag, t'as aucun investissement dedans. Mais c'est vrai que le jour où on va voir une vraie œuvre, proprement parler, moi, j'avais jamais vu une vraie œuvre. Non, mais ils bossent dessus. Oui, c'est indéniable. Même, tu vois, et c'est vrai que le jour où on aura ça, on pourra juger et se dire, en fait, est-ce que c'est si gênant que ça moi je pense que idéologiquement ça semble gênant, mais factuellement ça se trouve si les films sont bien moi je pense sincèrement que tout le monde va s'en battre les couilles du côté gênant. Ça va être en mode, mais là, je pense que là on est que les gens qui critiquent le ciné, hein. Le grand public ils s'en battent les steaks, sinon ils le feraient pas. Enfin, si ça dérangeait les gens, ils oui et non, parce que tu vois, Disney ils ont arrêté de faire plein de trucs en IA parce qu'ils savaient qu'il y avait un backlash derrière. Ouais, au départ. Mais là ils se sont alliés à ChatGPT pour avoir du contenu IA sur Disney+, qui va apparaître là dans les mois qui viennent. T'as regardé le truc d'Aronofsky ? J'ai pas vu, j'ai vu la bande-annonce, quoi. T'as vu la bande-annonce comme moi, ok. Ouais, mais tu vois, ça c'est... Là ils ont pas encore les moyens, enfin on n'est pas encore dans c'est des trucs de 2 minutes, c'est des capsules. Oui, c'est des mini-trucs, ouais. Mais surtout, c'est moche. Mais tu vois, je veux dire, pourquoi tu te ferais chier à reconstituer toute une époque alors que tu peux l'IA, quoi. Ah bah c'est sûr. Ouais, tu vois, ça va, au lieu de... Tu vas économiser des dizaines... Il y avait un film d'animation qui va peut-être sortir, qui coûte 30 millions. Donc 30 millions, c'est l'IA, c'est un peu particulier, tu vois. Okay. Mais en plus par les scénaristes de Paddington, mais c'était annoncé il y a 2-3 ans. Peut-être il y a peut-être 1 an, j'exagère. Peut-être ça va sortir un jour. Mais animation, ça va arriver en premier. De toute façon, cas. Parce qu'encore le photoréalisme compliqué. Mais il y a aussi ce truc de l'esthétique qu'il y a, tu vois, parce que tu sais, maintenant les films ils doivent dire on n'utilise pas l'IA parce que ça ressemble à l'IA, tu vois. Il y avait ce film chinois là, Le Royaume des Abysses, qui était un peu visqueux, un peu avec des liquides et tout. Et il y avait ce truc à l'époque quand il est sorti où l'IA faisait beaucoup de trucs qui ressemblaient à des liquides parce qu'il n'y avait pas de solide et tout. Et les gens étaient en mode mais non, mais en fait on a bossé des années sur ce film et tout le monde dit que c'est l'IA, c'est trop chiant. Ah bah c'est sûr que ça. Et il y a trop de trucs. Moi ça m'arrive aussi parce que moi j'écris des mini capsules sur Letterboxd et tout le monde me dit que c'est l'IA, quoi. Alors, vu comment c'est mal écrit, impossible. Mais juste que j'écris, tu sais, en chaque fin de séance d'un film, j'écris 2-3 trucs après que je mets des phrases par rapport à ça, mais vite fait pour que moi j'ai des notes pour mes vidéos et tout. Et en fait, tout le monde est en train d'accuser les gens de faire de l'IA tout le temps. C'est ça qui va être dur, c'est qu'on sait plus. Et l'esthétique IA, tu vois, quand tu vois, like Wes Anderson, IA, t'es en mode, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'il fait. Mais en même temps, Bon, ça pour le coup, je pense qu'on va y. Ça, c'était un peu le début de l'IA peu, qui arrive à recopier. Et ça va passer, mais là, on va se retrouver avec des trucs vraiment qui vont être. Je suis curieux de voir, mais tu vois, moi maintenant, j'avoue, quand je regarde certains. Là, j'ai vu le Marsupilami, je me suis dit, ça, c'est de l'IA. Il y a certains moments. Genre le moment où ils font les animaux qui s'évadent du zoo, là,
où t'as un éléphant, alors ça peut être des images d'archives, hein, des footages qui ont été faits sur la planète, parce que c'est déjà arrivé. Ouais, mais les images d'archives, tu les payes en général. Voilà, et tu vois, le gorille sur sa voiture qui passe dans le parking, je me dis, le prompt, il est tellement rapide à dégainer, tu vois, en qualité un peu dégueu, caméra de surveillance et tout. Je me dis, le prompt, il est canon, quoi. Donc je me dis, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ça c'est de l'IA, enfin, et après, j'ai juste pas envie d'être dans le délire de me dire, si c'est de l'IA, c'est de la merde. En fait, en vrai, si ça leur économise, enfin, le marsupilami, ils ont pas vu du tout, mais... T'as vu Rapace ? Ouais, j'ai vu Rapace. T'as vu le générique ? Du début, il puait pas l'IA à mort. Ah, ça m'a pas marqué, mais je crois que j'avais checké une interview qui disait que c'était l'IA. Je suis pas sûr. Pour du motion graphisme et tout. Ouais, et ça je crois que Rapace, parce qu'au début, je regardais pas, je fais bizarre le. Ah ouais. Ça m'a un peu marqué. Ça m'aurait étonné quand même. Je crois, le réalisateur de Rapace, j'ai pas envie de le descendre. Il a commenté sous mon top où je disais que Rapace était bien, donc ça se trouve. Tu vas tomber sur cette interview et tu vas pouvoir nous répondre. Écoute, checker dans les commentaires. Justement pour Yoroi, là je vais avoir David, le réalisateur, dans Rage Bait, pour qu'on parle de tout. Et il veut qu'on parle de ça pour expliquer, tu vois. Oui, parce qu'ils ont fait exprès de mettre de l'IA pour critiquer le truc en le montrant. Moi j'aime pas cette excuse en mode. Parce qu'en fait, on s'est jamais dit dans le film que c'est de l'IA. Encore si tu dis il fait de l'IA, tu fais de l'IA, à la limite, tu vois. Mais là c'est en mode. Tu vois, j'en parlerai avec lui, on verra. Écoute, mais tu vois, pareil, effets spéciaux, parce qu'on va faire une émission effets spéciaux avec des artistes d'effets spéciaux, et à différents niveaux, dont lui en tant que réal, et on va jouer, dont un normalement qui sera pro, lui il est pro IA, tu vois, et je suis que de voir. Parce que après, c'est ça qu'on nous, à notre domaine, on sait pas, à notre échelle, on sait pas, mais dans les process d'effets spéciaux, en fait, ils ont de l'IA depuis, c'est exponentiel, et donc dans tous les trucs qu'on faisait avant, genre, je te dis une connerie, mais la rotoscopie, aujourd'hui, c'est maintenant l'IA peut le faire. Mais ça trop bien, parce que ça prenait du temps, c'était chiant. Et en fait, après, c'est où tu mets ta limite de c'est quand c'est créé en IA, c'est quand c'est assisté en IA, c'est bon, bref. Mais c'est sûr que, en tout cas, moi, je suis curieux de me dire, est-ce que tu penses que ça peut donner une nouvelle vague de création de gens qui font des films entiers dans leur chambre toute seule, c'est sûr. à 15 ans, et qui font des chefs-d'œuvre c'est ça la question. Je sais pas s'ils font des chefs-d'œuvre. Parce qu'à mon avis, pour le moment, à part voir des vidéos un peu racistes sur TikTok, j'en ai pas vu grand-chose. En fait, pour moi, je sais pas si... Pour moi, c'est un peu une décennie de transition, pour revenir un peu au truc, c'est que le Covid, il a switché le game, mais à tous les niveaux dans le monde. Tout entre le télétravail, le fait de regarder tout à la maison, Disney qui sort plus ses films en salle maintenant, qui regrette, qui repivote et tout. Et c'est encore, pour moi, c'est encore le bordel. Donc je sais pas si on va aller dans une version encore plus autoritaire, structurée, cadrée de tout, ou ça va être la foire un peu, tu vois. Et pour moi, cette décennie-là, ça va être vraiment le test de voir si les cinémas, surtout aux States, parce que voilà, c'est quand même le pays numéro 1 de cinéma au monde en termes de prod et de gens qui vont dépenser de l'argent. Est-ce que les salles de cinéma ils vont survivre? Comme dit DiCaprio, ça sera peut-être comme les clubs de jazz où il y aura que des gens qui vont aller. En France, ça va, on est protégé par rapport à ça, même s'il y a des cinémas qui ferment tout le temps. Faut pas qu'on ait plusieurs années comme celle qu'on vient d'avoir, quoi. 2024 Non, mais 25, pardon. Faut pas qu'on en ait. Non, mais 2026, ça va exploser. Ouais, là, t'as vu, on a déjà 4 films qui ont dépassé le million. En France, déjà 4 non, Gourou Marsupilami, c'est tout, non? Et Bojerski. Ah oui, ça vient de dépasser là. C'était j'ai pas vu ça. Mais en tout cas, bref, tu vois, même au cinéma français, bon, à la limite, il faudra des films et les gens ils vont y aller. Cette année, cinéma international, ça va cartonner. Hurlevent, ça va cartonner. Le Diable, c'est bien près ça va cartonner. L'Odyssée, ça va cartonner. Spider-Man. Ça va bien marcher, mais tu vois, il y a peut-être pas facile, mais il y a peut-être 5 films qui font le milliard cette année. Toy Story. Oui, Monde, tu veux dire. Ouais, Monde. Tu vois, il y a 5 ou 6 films qui tapent le milliard cette année, quoi. Est-ce que c'est le retour à... Et puis pareil, si on parle de Disney, c'est la fin des licences. Enfin, c'est que des licences chez Disney. Pixar, tout ce qui sort, ça se rétame comme pas possible. Là, le Jumpers qui sort dans quelques semaines. Jumpers, Hoppers. C'est Pixar, ça? Ou c'est Disney? C'est Disney, je crois. Peu importe, mais personne va aller voir ça, je pense. Ouais, ça, alors que le concept pourrait me plaire. C'est rigolo, mais tu vois, même moi, mentalement, je me dis, Elio, je peux le voir chez moi, tu vois. Ah, Elio, mais mec, Elio, ils sont allés trop loin dans le... On a déjà fait ce film avant, mais... Ah ouais? Non, mais je veux dire, moi, dans ma perception, non plus. Mais dans ma perception, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir déjà vu votre film. Franchement. Puis je le verrai à la maison en VOD dans des. Ouais, je sais pas, un jour peut-être. Ouais, je suis d'accord. Donc il y a un truc où on a un peu désacralisé le truc. Pas que nous, parce que nous, on Disney, c'est le moment où ils sont allés trop loin, trop vite, et à un moment, ils ont trop tiré sur la corde, littéralement. Mais Warner aussi, ils ont perdu Nolan à cause de ça. À cause du côté VOD. Ils ont flingué Dune 1, entre guillemets, à cause de ça. Elle fait mal, la phrase de Nolan, quand il dit « Je me suis
Je suis parti en confinement en étant produit par le plus grand studio de l'histoire. Je me suis réveillé en étant chez une chaîne de streaming minable. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Parce que il a raison. En plus, c'était HBO Max. Tu vois, ça, c'était devenu HBO Max. Enfin, tu vois, tu te dis entre. Il a quitté un monde, il est arrivé dans un nouveau. Lui, il l'a vécu direct en temps réel. Parce que ça donne. Et puis, c'est l'ère aussi, on va voir, le Villeneuve James Bond aussi. C'est une nouvelle ère pour James Bond chez Amazon. Il y avait plein de trucs qui vont changer. Mais pour moi, ça a dessiné une transition. Il n'y a pas un truc qui ressort, tu vois. Non, pour le moment, mais peut-être cinéma international, ça m'a plus marqué, tu vois, des films comme Pacifiction, français, ce genre de choses, quoi. Mais il y a... c'est sûr qu'il y a un décentrement... C'est quoi les tops de la décennie pour l'instant ? Vas-y, allez. Même si là, ça sera méga tôt. Biaisé, recency bias, Letterboxd... À ton avis, c'est quoi le top pour le moment ? Le top 2020, le numéro 1. Oh bah, il est introuvable. Introuvable. Enfin, franchement, moi, jamais j'aurais envisagé ça. Attends. Into the Spider-Verse. Ah ouais ? Le 2, Across the Spider-Verse. Ah ouais ? C'est le top 1 ? C'est le top, le film le mieux classé des années 20 sur Letterboxd. Ouais, parce que c'est là que Letterboxd a percé. Ouais. C'est là qu'ils ont explosé. C'est la sortie du film. Ah ouais ? Oppenheimer deuxième ? Oppenheimer, non, il est tard. Il est même pas dedans. C'est quoi le top ? Il est même pas dedans. C'est Oppenheimer, The Voice of Indrajab. Ouais, mais ça pareil. Ça c'est politique. Ouais, mais tu vois, ça m'agace un peu. C'est un peu comme les fans, tu vois. Chainsaw Man. Oui, donc c'est clairement... En fait, c'est les fandoms, c'est ça. Ouais. Mais c'est Destiny. Non, en fait, c'est La Voix de Indrajab. Moi, j'ai bien aimé. C'est un film important. Mais ça se voit qu'il est boosté parce que c'est un sujet important, tu vois. Oui, tout à fait. Il est bien. Hein, c'est un huis clos très sympa et tout. C'est important, hein, mais juste. Le Coréda il est très bien, Perfect Days. Ouais, il y a Perfect Days, c'est Wim Wenders. Ouais. Il y a Monster, c'est Coréda. I'm Still Here aussi. Ça, je me suis fait chier, j'ai pas fini. Mais tu vois, mais juste d'un point de vue, c'est le Brésil, c'est le deuxième pays Letterboxd au monde. Ah, ok, c'est France, le Brésil, États-Unis, Brésil, France maintenant. D'accord. France, on était deuxième pendant un moment. En fait, quand il y a un film comme ça qui critique, en plus, elle est méga engagée, l'actrice. Il a aucun putain de sens, ce top. C'est Recency Bias and Monster, il est bien. Non, mais je veux dire, tu te dis pas, alors là, t'as une photo de 2020, tu te dis, ça ne veut rien dire ce que je regarde. T'as 2 mangas, t'as l'adaptation de Slam Dunk qui est bien, mais ça, c'est pas. Évidemment, ils sont là, c'est un bon film. T'as Holdover, là, c'est Kovadi Saïda. J'ai jamais entendu parler. C'est brésilien, non ? Je sais pas. Tu vois, t'as Everywhere, Everything, All at Once. Non, mais bon, je trouve qu'il a pas. C'est dans le top 250, ça ? Ouais. Letterboxd top 250. Ouais. Des meilleurs films. Il est classé, je peux te dire, il est classé 223ème. Et là, le Spider-Man, il est combienième ? Il est 56ème. Putain, c'est dur. Ouais, mais je trouve que ça a pas de... Moi, je trouve que ça a aucune gueule. Non, ça, c'est Letterboxd, tu vois. Oui, bien sûr, c'est peut-être. Mais tu vois, parce qu'on s'est tapé des trucs genre Killers of the Flower Moon. Enfin, il y a des gros films qui étaient trop bien, tu vois. Enfin, je sais pas si tu l'as aimé. Ouais, j'ai adoré. Mais bref, c'est compliqué. Ouais, bref. Vas-y. Une petite dernière décennie ? Bon, on a encore un peu le temps. Si allez, vas-y, tu me diras. On en fait. On peut aller un peu plus vite, peut-être, si tu veux. Non, moi, pour qu'on ait le temps de parler et tout. 70-80. Ah, celle-là, David, il était dégoûté de pas être tombé dessus. Ah ouais ? Ah, vous avez pas fait tout fini ? Non, on s'arrête quand... bah ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, Spielberg, blockbuster, film du Vietnam, beaucoup. Kubrick aussi pas mal, j'ai découvert. Il est sur son. Il vient de faire 2001. Ouais, Kubrick, Kubrick le run, il est. T'as fait une vidéo des meilleurs runs, des meilleurs runs de 3 films. Kubrick là, c'est ce qu'on disait pour le coup, donc t'as 68, c'est 2001. 2001, ouais. Avant, il a fait donc Fol Amour et avant il fait Lolita et à partir de 2001 là par contre. Ça devient n'importe quoi. Puis moi, c'est Orange Mécanique, c'est Barry Lyndon, c'est Shining. Globalement, c'est ça son run années 70, je crois que c'est Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, tu vois. Ouais, 75 Barry Lyndon, c'est vrai. Donc il finit par Shining en 80, je crois, ou en 79. Ouais, 80, je crois, un truc comme ça, 80, donc franchement... ça va. Ouais, là... Et c'est quoi Full Metal Jacket ? C'est plus tard, ça, c'est début 90. Début 90 c'est aussi tard. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, ouais. Ice White Shot, c'est le dernier 99, il est mort avant. Ouais, donc c'est ça. Il a été tué. Et après, il mettait de plus en plus de temps. Non, mais c'est les complots avec le truc Epstein, là. C'est les complots en mode il a été tué. Par Tom Cruise, qu'on avait marre, qui voulait terminer son tournage. Il voulait pas qu'il révèle les élites et tout. Il allait dire des noms dans le film. Ah, mais oui, suite à Ice White Shot. Ah, ben oui, bien sûr, oui. Parce que c'est vrai qu'Ice White Shot, c'est un film qui a tout un rapport cryptique. Moi, j'adore. Moi, je l'ai revu en salle là pour Noël. Le jour de Noël, je l'ai revu. Je trouve que c'est mon préféré. En plus, il a tellement de degrés de lecture, d'interprétation. Mais en fait, au début, moi, quand j'étais jeune, je regardais que c'est un film sur le couple. C'est un film sur les sectes. Et en fait, c'est un film sur le couple. Ah ouais, c'est même un film en vrai sur le
sur le fantasme masculin, le fantasme féminin sur l'impuissance masculine. C'est intéressant. Ouais, c'est un film sur une meuf qui fantasme son mec qui a l'occasion de baiser, qui arrive jamais, tu vois. Ouais, et c'est très drôle. Donc, c'est très drôle, là, à chaque fois, il ne baisse pas. Mais surtout, c'est un film sur l'adultère qui est hyper intéressant. Ouais. Sur la fin, je la trouve incroyable. Ah ouais, Et puis surtout avec la théorie, le fait qu'on voit plus la fille. Let's fuck, ça, le dernier mot. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, ils sont avec ses enfants et on voit plus la fille. Et tu dis, bah, peut-être elle a été prise par la secte ou le pédophile que tu vois dans le film. Et sauf que l'apport à New York, il est. Enfin, un truc. Hein. Mais bon, là, les complotistes en mode il a été tué à cause de ce film et tout. Je fais bon, enfin, le film. Bon, après, ils l'ont quand même sorti. Genre, en mode. Peut-être les complotistes. Enfin, tu sais, peut-être la secte se disait, putain, le film, quand même banger. On va bien le sortir. Ah, bah, ça, c'est sûr. Là, tu vois, pour le coup, la décennie 70, je pense que. Si on regarde sur Letterboxd, là, je pense que c'est. Mais surtout, je pense que c'est la décennie qui est par beaucoup considérée comme la meilleure de tous les temps. Tu vois. Ah ouais. Ouais, j'ai l'impression. Après, il y a beaucoup de Palma. Ah bah De Palma, c'est improbable cette décennie. Ouais. Il y a beaucoup de Palma. Il y a dû y avoir un peu les trucs de Sidney Lumet, Dog Day Afternoon. Non, Carlitos Way, c'est plus 90. Non, ça c'est 90. Ouais, 90 ouais. Non, bah 70, c'est le nouvel Hollywood. Donc déjà, t'as le run de Coppola qui est incroyable. Ah bah oui. Par un Conversation secrète, par un de Apocalypse Now. C'est les 60 Oui, c'est ça, c'est après le Parrain. Donc, c'est entre le Parrain 2 ouais, c'est pas Conversation secrète par 1, par 1, 2 et il a pas enchaîné. Non, et donc je l'ai racheté aussi en Blu-ray, Conversation secrète. Apocalypse Now, c'est aussi 74. Donc lui, il est sur un espèce de run improbable. Et en fait, c'est surtout le moment où tous ces réalisateurs des mecs du Nouvel Hollywood ont fait leur... donc tu vois, le top Letterboxd, c'est les deux Parrains, Parrain 2 et Parrain 1 en truc, Sonate d'automne, Bergman, Apocalypse Now, The Ascent. The Ascent, c'est le... Larissa Shepard. Génial, ça je l'ai découvert en décembre. Ok, c'est quoi? Je connais pas. C'est Larissa Shepard, c'est la femme de Klimov qui a fait Requiem for un massacre. Ok. Et en fait, elle est réalisatrice. Et elle a fait ce film avant donc Requiem for un massacre. Et c'est un film de guerre de 2 soldats russes qui essaient d'échapper aux nazis. Et ça se passe dans des villages. C'est un film, encore une fois, très soviète sur la morale et tout. Et si t'as aimé Requiem for un massacre, ça c'est très différent. Hein. Ouais. Mais du coup, ils étaient mariés. Elle est morte, je crois, juste avant la sortie du film Accident de voiture. Et lui, il a fait des films après. Il a fini d'ailleurs certains de ses films. Et j'ai découvert ça en décembre. Trop bien. Franchement, tu vois, il a le mec, l'acteur principal, il a une scène. Il a un regard plusieurs fois dans le film. Il était déjà dans ma watchlist. Ouais, mais franchement, c'est 1h50, c'est pas très long. C'est lent hein, comme film. Oui, non, mais ça, c'est un film sur le fait d'être un soldat, l'impact psychologique et est-ce que tu meurs pour ton pays, quoi. Ok. Et donc c'est fascinant. Mais après, il a Stalker. J'adore pareil. C'est quoi ça ça c'est le Cassavetes. J'en ai jamais vu moi. Bah moi c'est le seul que j'ai vu. Ok. Et c'était bien. Moi c'est en fait c'est toujours dans le top des plein de gens. Une femme sous influence pour info. Ouais, c'est toujours dans le top de plein de gens. C'est les acteurs de 50 100 ans, Letterboxd, Cassavetes et tout. Enfin moi ça m'a jamais marqué. Après je le revois mais ça m'a bref. Bah là ce qui est impressionnant dans les années 70, c'est qu'en plus en termes de vas-y. En termes de mouvement, c'est-à-dire que partout dans le monde, t'as des mecs qui font des chefs-d'œuvre quoi. Ouais. Et parce que tu sens que ça, toi en Italie, t'as Ettore Scola. Network. Ouais, ça, Alien, Network, Sidney Lumet, on disait. Donc, j'ai pas vu le Kurosawa là. Ça c'est incroyable, hein. Le Ettore Scola, je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, c'est particulière. Ah, bah, toi, là en plus sur le rapport au fascisme et tout. Ah ouais, c'est italien du coup ça. Ouais, c'est incroyable. Le miroir de Tarkovsky c'est un peu dur mais c'est génial. Polanski il fait des films aussi pas mal. Ah oui, bah ça. Hein. Ça, Chinatown, All That Jazz. Ah, All That Jazz dans le top, ouais, j'aime bien. Orelsan, il en avait parlé. Justement, on devait le revoir pour le truc, mais au final, on l'a pas vu parce qu'il a enlevé la liste. Il l'a enlevé, ouais. Mais Paper Moon aussi dans le top, ok. Moi, ça pas. Faudrait que je le revoie, ça m'a pas marqué non plus. Ça, c'est qui Bogdanovich. Bogdanovich. Hein. Ouais, j'ai jamais vu un film de Bogdanovich. Il fait partie de ces grands réals du Nouvel Hollywood. C'est triste un peu les films, hein. Enfin. Ah bah c'est par contre 70 c'est ça qui est fascinant. Moi j'adore étudier. Enfin, c'est la période du Nouvel Hollywood. En fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'on quitte le monde des studios un peu factices pour rentrer dans le Nouvel Hollywood contestataire, hyper réaliste et tout. Et en fait, ce qui va flinguer le Nouvel Hollywood, c'est celui-là et celui-là, quoi. Ouais. C'est Star Wars et Rocky qui sont deux films qui te... Ouais, c'est bien un peu de passer à autre chose que la grosse déprime complotiste. 77, ça, non 77 et 77, les deux. Peut-être 78, Rocky. Tu vois, mais en tout cas, et c'est vrai que c'est des films où d'un coup,
un Ouais, la optimisme. liste entre. Elle est déprimante. Il y a 3 lumettes, je crois, entre le Network et le Network, j'ai découvert il y a pas Et début oui, d'année et là. l'après-midi de chien, et tout, Génial, ouais, des ça, films c'est que des horribles. hyper cyniques sur Ah ouais, l'Amérique horrible, et tout. ouais. Et pareil, côté. Là, il y avait deux Tarkovsky, le Miroir et Stalker. Pareil, c'est méga cynique sur le RSS. Ouais, totalement. Et puis les couples, j'ai l'impression que c'est le bordel aussi dans les Ouais, couples. il y a que Et le tout. truc de Bergman. Ouais, c'est Tu vois, vraiment. t'es vraiment sur Donc, des. mais après, ouais, c'est des films qui marquent, je pense, beaucoup parce que. Il y a cet apport très dramatique et tragique au cinéma qui marque plus les gens, forcément. Mais ouais, la liste elle est folle. Franchement, c'est vrai que ouais, ils sont tous très bien quoi. Ouais, mais c'est marrant quand tu compares. Il n'y a pas de nostalgie de cette époque, tu vois, parce que c'est la merde. Non, c'est vraiment une époque de merde. Un peu. Non, mais c'est une époque. C'est vrai que tu vois, c'est souvent ce qui est dit, c'est que c'est le moment où c'est les réals qui ont pu s'exprimer, faire aller au bout de leur vision à eux, de manière un peu intime et noire. Ouais. Et en effet, ça a pas fait le côté popcorn années 80 qu'on verra par la suite. Quoi. Mais moi, ces films-là, ils me plaisent plus que les tops qu'on a vus années 80. Pourtant, les tops 80, ils étaient très bien aussi. Quoi. Oui. Mais là, le côté cynique, moi, ça me plaît un peu. Ouais, un peu dépressif de cette liste. Pour le coup, les années 70, il y a un parallèle quand même avec aujourd'hui sur ce côté désillusion de nos dirigeants, le monde tu vois, la guerre du Vietnam aux États-Unis, c'est un truc qui a totalement chamboulé leur vision du monde et qui les a fait perdre pour la première fois quelque chose de vraiment dur. Mais, tu vois, c'est pas le même apport cette décennie-là, je trouve. Cette décennie-là, il a pas de. Bon, pour que moi, 2020, non, pas du tout. Malheureusement, parce que 2020, je pense que c'est trop dilué dans les médiums. Et puis, alors ouais, ça c'est. De toute façon, oui, maintenant la compétition des films, c'est TikTok. Tu vois, c'est GTA 6. Non, mais c'est que ça va être trop dilué. Tu sais qu'en fait, il y a un truc où le cinéma a déjà perdu sa puissance, mais même globalement, tout médium a perdu sa puissance parce que c'est dilué dans tellement de choses. Clair. Et en plus, c'est globalisé. Donc franchement, c'est perdu de se retrouver. Il y a peu de films, peut-être je dis ça en étant biaisé, mais il y a peu de films dans le top 2020. Il n'y a aucun film de 2020. C'est ce que je veux dire. Mis à part La Voix de Inrajab, c'est des films d'époque. C'est de l'animation. Après, le top est un peu biaisé et nul, on est d'accord. Hein. Oui, il est bizarre, mais tu vois, tu penses que The Flower Moon, Oppenheimer, les Oscars des meilleurs films. C'est mis à part ouais, sauf le Everything Everywhere, qui est quand même un film de fantasy. Ouais, mais qui est peut-être celui finalement qui capte un air du temps, peut-être un peu. Mais tu vois, là où en termes de série, je trouve que c'est plus proche du peuple un peu. C'est vrai, c'est sur le travail. Forcément, ça va marquer. Pour moi, c'est vrai, en termes de série, ça va marquer la décennie en termes de ce que ça raconte, de DA, de ce que ça raconte, de mélancolie, quand tu vois d'aliénation au travail. 2010, on avait The Office. 2020, on a Sévrance. Deux visions, deux manières de parler de la même chose. Pas du tout. Comme le truc un peu aliénation du travail, personnalité et tout. Mais moi, j'avais fait une vidéo en disant que ça sera sûrement la série qui va définir la décennie. Mais du coup, en termes de série, même tu vois, la série Game of Thrones qui sort là, c'est sur des pauvres, tu vois. Il parle, il y aura la Dragon et tout, mais c'est sur les gens de Pitt, tu vois, qui cartonnent aux States. C'est sûr à quel point le système médical aux States c'est la merde. Tu vois, il y a ce genre de truc et tout, à quel point il y a pas de gens qui bossent et tout. Le parc Chanook, bon, c'est un truc de le coup près qui est sorti, mais ça parle d'un mec qui se fait virer. Donc c'est social, mais c'est rarement d'époque. Et en plus, il y a un truc qui a niqué le cinéma de maintenant, c'est le téléphone, quoi. C'est impossible de faire des films avec le téléphone aujourd'hui, ça nique tout ton scénario en fait. Oui, narrativement parlant, c'est vrai que c'est. Sauf le Partiano, le Decision to Live, qui est pour moi c'est le meilleur qui a utilisé un téléphone que j'ai vu dans un film parce qu'en fait il enquête. Parce que toi, ce que tu dis, pour clarifier, c'est que ça nique la dramaturgie. Oui. C'est ça nique le fait d'être en danger, t'appelles les flics, t'es sauvé. Tu vois, le pitié qui est sorti là, il est un peu intemporel. Ouais, c'est vrai qu'il a un rapport au téléphone chelou parce que. Ouais, tu vois, c'est bizarre. Tu sens qu'ils. Ils ont un tel. Mais ils ont les réseaux. Mais tu vois que c'est quelle époque ça pourrait être 2010. C'est limite, je crois qu'ils le balancent pour pas se faire gauler. Donc en fait, après, il a dit qu'il détestait les téléphones. Oui, c'est ça, voilà. Donc ils ont une raison pour te faire. Lui, il a détesté les téléphones. À chaque fois, il y a des cabines reloues, des téléphones filmés. Ouais, lunaire. Tu vois, l'image de promo avec DiCaprio et tout. Non, mais ça, c'est. Mais justement, je pense qu'en termes de device, si c'est. Je suis vraiment un connard. Mais si c'est pas utilisé. Tu sais, ça tient moins, tu vois. Et par contre, quand tu l'utilises, genre dans l'histoire de Sullivan, on en parlait tout à l'heure, quand c'est l'objet même de toute sa vie, c'est trop important. Decision to Live, bon, il y a tout le truc esthétique par rapport au téléphone, trop bien utilisé et tout, mais c'est une enquête, et c'est un détective qui enquête avec son téléphone. Donc c'est logique, tu vois. Mais le téléphone, c'est que la génération smartphone, 2010, il n'y a pas de smartphone. Ça existe quasiment pas, tu vois. Ouais, ça commence tout juste. Ouais, mais il n'y en a pas dans les films, tu vois. Très peu. Et quand il y en a dans les films, c'est vite fait. Et il y a ce truc aussi aux réseaux sociaux qui a un peu défoncé les films. Et je sais pas si t'as marqué mes posts social network, le nombre de films qu'il y a sur des entreprises
Surtout aux States, parce Ah qu'aux ouais, States, c'est impressionnant, ouais. c'est leur mythe. Ouais, ouais. Ils ont Ah, pas, ça, ils c'est ont pas de ouf. mythologie. Ouais, c'est ouf. C'est un peu ça, il y Il y a eu Uber, il y a eu McDo. McDo, de Thunder avec Keaton. Ouais, ouais, il y a Ouais. eu. Enfin, il y en a eu Et un puis, paquet. tu sais, je parle aussi de ça, mais on parlait de Keaton, mais c'est aussi une décennie, 10, 20, de. Pas de. Comment dire, j'allais dire de satire, mais tu sais, il y a plein d'acteurs, entre Demi Moore qui fait de Substance, il y a ces vieux acteurs qu'on reprend, Ouais. et on les pas ridiculise, mais on leur donne un dernier moment de gloire un peu, tu vois. Ouais, Demi Moore, est-ce qu'il va refaire des films intéressants? Je sais pas. Mais Keaton, tu vois, il enchaîne. Depuis Demi Moore, je Birdman. pense que là, elle va refaire des films. Ouais, j'espère. Ouais, indéniable. Mais tu vois, depuis Birdman, le mec, renaissance de carrière de fou. Brendan Fraser, il ressort de renaissance de carrière. Bon, c'est un peu différent parce que problème et tout. Oui, ouais, mais tu vois, Fraser, il sort de Rental Family. Ouais, mais ça, pour le coup, moi, on m'avait expliqué ça de manière. C'est une aparté rigolote, mais en fait, apparemment, je sais plus qui m'avait dit ça, mais bref, Coralie Farja, quand elle a pensé The Substance, elle a vraiment pensé la chose autour du rapport au comeback. Parce qu'elle sait que c'est un truc que les Américains, ils adorent. Ouais. Et donc elle a vraiment pensé son truc, son projet, tu vois, que ce soit narratif ou même marketingment parlant, autour de ce rapport de comeback. Et d'ailleurs, Demi Moore, elle est exploitée pour avoir un rôle à comeback totalement. Quoi. Et le film parle d'une certaine manière d'une meuf qui perd pied, qui veut pas faire son comeback, qui veut renaître. Oui, voilà, littéralement. De manière, et donc elle a donné. Tu sens que c'est une thématique. Elle sentait que ça pouvait parler aux ricains. Et c'est vrai que les ricains, ils ont un truc avec les comebacks. Tu vois, un des plus beaux, c'est de Travolta dans Pulp Fiction. Ah bah oui. C'est incroyable le comeback. Moi, je l'ai pas vécu ça, mais quand tu regardes la carrière du gars, tu te dis là, il était au fond du trou. Et bah pourtant, renaissance, quand tu fais quoi en plus, les 70, c'est Blowout. Ah non, mais ça a été le plus. La décennie de Palma, il est lunaire. Ah ouais. Et Saturday Night Live, mais Fever. Oui, voilà, c'est incroyable, c'est un phénomène. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'interviews qui disaient qu'en fait, Tarantino qui prend Travolta, c'est ridicule, il va faire parce son qu'à film l'époque, et tout. il faisait Allô maman, ici bébé, il faisait que des trucs tout pourris. Ouais. Mais tu vois, c'est qu'il y a des légendes aussi dans les Al Pacino, De Niro, ils tiennent encore. En fait, ça dépend, il y a des phases, hein, mais ils sont. Tu veux dire en 2020 encore? Ouais. Parce qu'ils sont avec leur réal, c'est marrant, parce que là on était sur les années 70, c'est vrai que c'est là où ils ont commencé. Ouais. D'une certaine manière, tu vois, beaucoup sont encore là, eux ils ont tout fait quasiment constant, quoi. Mais parce qu'ils ont des réals qui les mettent en avant, quoi. Ouais, lui, pas pour le coup, Al Pacino, c'est vrai que c'est intéressant, je me suis jamais trop penché sur l'analyse de carrière de l'un et de l'autre, pour De Niro et Al Pacino, parce que De Niro, c'est vrai qu'il y a un mec, il a eu Scorsese qui a vraiment, et De Palma aussi, ils ont eu des collaborations, mais Scorsese, la carrière qu'il fait avec, c'est incroyable, et ça commence dans les années 70 aussi, quoi, donc c'est vrai que... Et est-ce qu'il n'y a pas de réel fétiche Al Pacino qui le suit? Non, pas trop, Pacino, c'est vrai que c'est pour ça que j'essaie de réfléchir. Il a fait, tu vois, moi je trouve qu'il a fait des rôles incroyables avec tellement de monde, avec Michael Mann dans Hit. Ouais, mais récemment, tu vois. Non, récemment, le Killers of the Flower Moon avec Scorsese, mais récemment. Ouais, ça c'est De Niro, ouais. Pacino, il est dans celui d'avant. Oui, pardon, Irishman. Qui était sa première collaboration avec Scorsese, tu vois. Mais tu vois, faut. Et puis il y a ce truc où les séries elles diluent à mort aussi les acteurs. Ouais, la notoriété. Il n'y a plus le concept de star, ça n'existe plus, quoi. Le seul qui arrive bien, c'est DiCaprio qui est vraiment indéniable aujourd'hui. Ouais. Et tu peux dire un mec comme Chalamet qui commence à vraiment avoir ce. Parce que c'est des mecs précieux en fait, c'est des mecs qui font peu de films. C'est vrai que tu prends un Pedro Pascal. Mec, on t'a vu 6 fois dans un film et dans 3 séries. Après, c'est le truc où Pedro Pascal, il va pas vendre, je pense, des places de cinéma. Non, mais il va aider. Après, moi je capte, mais c'est aussi le système où le mec il galérait pendant des années, là il prend tout, tu vois. Ah non, mais normal. Ça, je critique pas. Mais c'est vrai que. Mais ça gâche son aura un peu. Tu vois, un mec comme Pierre Ninet en France, il a vraiment l'optique DiCaprio. Il fait 2 films, un film par an. Et encore. Tu vois. Et le film, faut qu'il soit chambé. Faut qu'il fasse 4 millions d'entrées. Que ce soit un carton. Et comme ça, il peut faire que des. Il va se faire une carrière de film de ouf. Alors, de temps en temps, il va faire la série Fiasco sur Netflix. À voir si. En fait, je pense que Monte Cristo, c'est fini. Bah voilà, enfin maintenant, un Pierre Ninet, il fait plus un second rôle. Ah non, c'est sûr. Un Chalamet fait pas second rôle. Non, ça me paraît. C'est impossible. Faut que ce soit un premier rôle ou rien, quoi. Et ça, c'est un truc qui existait beaucoup avant. Avant, tu vendais les films sur des acteurs. Avant, tu vois, Jerry Maguire, profil de Tom Cruise et basta, tu vois. Quand tu vends A Few Good Men, c'est les 3 acteurs dessus. Je sais pas de quoi parle le film, c'est un film américain sur l'armée, et puis basta, tu vois. Aujourd'hui, t'essayes, tu mets Tom Cruise sur Mission Impossible, il n'y a même pas d'avion, il n'y a rien, juste sa tête.
t'essayes, tu vois. Ça fait 100 millions, mais c'est pas assez. Bon, c'est pas assez, mais. Non, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, il y a ce truc où l'apport qu'on a au Star, il a complètement changé. Le seul truc qui existe encore, c'est l'apport au Real. Il y en a pas beaucoup, hein. Mais tu vois, un Nolan, un Tarantino, ça va faire 400 millions minimum, surtout pour Tarantino. Mais Nolan, il va taper le milliard maintenant quasiment à chaque fois, je pense. En fonction des projets. Mais je pense qu'il va faire que des projets de gargantuesques aujourd'hui. L'Odyssée, ça va être un test, mais pour moi, l'Odyssée, ça sera un succès gigantesque. Ça va être incroyable. Pour moi, pareil, l'Odyssée sera un gros marqueur, je sais pas culturel, mais de la décennie en termes de film. Oppenheimer, le délire Barbenheimer, ça a marqué par le concept. Le côté marketing très bizarre, drôle, mais il doit avouer, mais aléatoire. Ouais, je pouvais pas prévoir que ça allait faire ça. Que ça allait créer ce truc, cet engouement de voir les deux films, machin. Puis, justement, maintenant, il faut. Au final, qu'on servit les deux films. Ouais. Et puis maintenant, il faut complètement avoir que des events. S'il n'y a pas un événement, les gens ils vont pas en salle. Et le Barbenheimer, c'est génial parce que c'est deux audiences, mais complètement différentes. Nolan qui fait du cinéma d'hommes en général, quoi, et Barbie qui a l'opposé même. Et tout le monde s'est dit, on va voir les deux. Ouais. Et c'est lunaire, quoi. Là, c'est pour ça qu'ils essaient de le faire avec Dune et. Moi, c'est ce que je suis persuadé aujourd'hui, c'est que, en fait, aujourd'hui, malheureusement, parce que je trouve ça très égotique, c'est qu'en fait, tu vas pas au cinéma pour découvrir une œuvre, tu vas au cinéma parce que c'est un acte pas de consommation, c'est un acte même de. Voilà, mais c'est un acte de social, de se dire, j'ai vu ça, même si tu peux réussir à participer à une trend qui concerne le fait d'y être allé. Enfin, en fait, tu n'y vas plus pour réellement profiter de l'œuvre, ou réellement, parce que t'es attiré par ce truc-là, tu y vas parce que tu dois participer à cette espèce de jeu social. Je sais pas toi, mais quand j'étais plus jeune, on allait au cinéma. Entre potes, tu vois. Ah tout le temps, ouais. Moi j'ai fait ça tout. Ouais, mais là, c'est. Enfin bon, toi t'as des enfants, t'as peut-être plein de potes qui ont des enfants, moi un peu moins. Mais c'est un truc qu'on fait plus. Ah, tu fais plus, toi? J'ai jamais au cinéma. Enfin, sauf des potes qui aiment le cinéma, tu vois, mais j'en ai pas de masse beaucoup. Mais parce des gens qui. Même, enfin, tu vois, je pense à ma soeur qui est plus jeune, je sais pas si elle a des potes où ils se font des ciné. Ah ouais? Alors qu'avant c'était un truc. Mais maintenant, pourquoi tu te fais un ciné quand tu veux te faire un TikTok, tu vois? Ouais, non mais c'est con. J'entends. Mais moi, ce que j'ai remarqué qui a disparu à mon échelle, c'est moi, j'ai remarqué ce qui avait disparu chez moi, c'est les films en famille. Tu vois, genre t'es en vacances, t'es de réunion familiale à Noël, le fait de se mater un film à tout le monde, ça n'arrive plus. Au cinéma. Non, à la maison. Ah ouais. Tu vois, je veux dire, parce que tout le monde a son écran. Donc en fait, aujourd'hui, le soir, une fois le dîner passé qu'on a discuté, les gens vont tous dans leur piole mater ce qu'ils veulent dans leur. C'est qu'on faisait ça. Alors qu'avant, moi j'ai connu des mamans où on était 10 derrière une télé à mater un film, on savait pas, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est. Et aujourd'hui, ça pour le coup, le côté film ensemble a totalement disparu. Donc ça, c'est sûr. Et c'est beaucoup. Mais c'est devenu très individuel ou truc de couple, même en salle. Quand tu vas au cinéma, tu vois les gens qui. Moi, je vais majoritaire 95% du temps seul en salle, parce que pour le travail et tout, tu vois. Mais quand tu vois les gens dedans, c'est ou des gens seuls, ou des couples. Ouais, c'est vrai. C'est rarement des potes, sauf pour des events, tu vois. Genre là, le Scream 7, ça sera des groupes de potes, tu vois. En plus, il y a des séances à minuit et tout, ça sera ce genre de truc. Mais c'est que c'est un truc qui est un peu. C'est plus un événement social, quoi. Les gens, ils ont. Je sais pas, avant, t'allais au ciné, puis au bar, ou un truc comme ça, tu vois. Maintenant, moi, j'ai beaucoup. La majorité de mes amis que j'ai connus hors, comme toi, des réseaux et tout, ils sont pas cinéphiles, sauf les quelques rares exceptions. Et c'est la team 3 films par an, tu vois. Mais 3 films par an, alors en salle. Avatar, un Tarantino. Ouais, Avatar, tout le monde le voit, et encore celui-ci moins que les autres. Et un Tarantino, et encore, parce qu'en fait, il a l'habitude, pourquoi il y a tout en streaming et tout. Et puis les gens, ils savent pas quoi choisir. Je sais pas, c'est la décennie de l'incertitude, de l'océan de choix. De l'indécision. Mais ouais, il faut des GTA 6, un peu du cinéma, tu vois, un truc. Et ça sera ça. Même Jordan Peele, je suis pas sûr qu'il ait encore l'accroche comme avant. Tu vois, Trieste qui va ramener du monde en salle pour ces trucs. Là, de toute façon, t'es sur des degrés où à leur échelle, c'est énorme ce qu'ils font. Mais ça fait pas ça définit pas l'industrie. Ouais. Mais ce qui définit l'industrie. On a eu le gros dernier mouvement, on l'a eu avec Endgame. Enfin, bon, tu vois, ça a été le gros. Avatar, on peut le dire aussi un peu. Mais ça a été le dernier gros mouvement où là, c'était la construction de quelque chose qui a été incroyable industriellement parlant. Moi, je pense que si l'Odyssée. Moi, l'Odyssée, ça va très très bien marcher. Ah ouais, je pense que ça va être incroyable en termes de. Un 5, un 6 facile au box-office. Voire peut-être même, ça peut même taper le 2. Mais j'y pensais, mais tu vois, si Avatar 3 a pas tapé le 2, je me dis. Ouais, mais Avatar 2 a tapé le 2, on est d'accord. Ouais, mais c'était pas pareil. Pour moi, 2022, c'est une. En fait, il y a le Covid pendant 2 ans, et 22, les gens, ils ont envie de faire des trucs, tu vois. Donc il y a cet élan de se dire putain, c'est que c'est la fin du Covid, il y a un nouveau Avatar qui sort, ça fait depuis 15 ans qu'on attend. Il y avait un élan d'enthousiasme un peu. Mais je sais pas ce qui s'est passé en 23-24.
il y a ce truc où l'enthousiasme il est un peu mort, tu vois. On s'est habitué à plein de trucs et tout, parce que les gens ils ont plus le temps, ils ont plus de thunes, c'est un peu la merde quoi. Ouais, Donc, le cinéma c'est à second plan. Ouais, je trouve que la proposition elle est pas. Elle est pas folle. Quand même et surtout que c'est dominé par le cinéma américain, donc si le cinéma américain se casse la gueule, tout le cinéma se casse la gueule. Moi je suis curieux de voir, peut-être on va arrêter sur ça, je suis curieux de voir. Tu sais, il commence à faire le marketing déjà du prochain Rajamouli. Le Varanasi là. Ouais, le RRR, ouais, qui avait fait, ouais. Et Bahubali, il a été diffusé en salle là aussi, il faut que j'achète le coffret là. Faudrait que je me penche dessus. Et je suis curieux de voir si. Si ça a créé un engouement. Bah ouais, si les Indiens et les Chinois ils vont réussir à créer un engouement. Bah, en tout cas, c'est sûr que la balle est dans leur camp parce que indéniablement Hollywood il a vacillé de fou. Ouais. Et pour ça je disais Parasite, Oscar du meilleur film en 2019, c'est aussi que d'un coup tu sens qu'il y a eu un décentrement et que l'Inde, la Chine, la Corée peuvent être des nations qui peuvent reprendre un peu. Ouais, mais en grand public, tu vois. Parce qu'encore, tu vois, Mickey 17, flop total. Oui, mais parce que ricain, parce que finalement, film bizarre aussi, quand même. Ouais, quand même, c'est comédie satirique, c'est pas très apprécié. Mais tu vois. Recousu un peu ensemble. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, je me demande si, tu vois, ils font déjà le marketing pour. Il y a quelques mois, le Varanasi, gros film, Globetrotter, c'est le hashtag et tout, gros truc international, mais en Inde, fait par l'Indien le plus connu en termes de cinéma. Tu vois, le top box-office, c'est Neja 2. C'est un film chinois. Certes, c'est qu'en Chine, c'est qu'en Chine. Mais c'est pas Nick Jam. Non, c'est pas Nick Jam. Mais c'est pas vrai, je pense qu'il y a un mouvement qui peut s'opérer, qui fait que ces cinémas-là peuvent, vu qu'en plus avec Netflix et les plateformes de streaming, on a accès à des mais c'est plus des séries, ça. Oui, non, mais on est habitué à voir des séries d'autres cultures, beaucoup plus. Tu vois, aujourd'hui, tu te fais une série brésilienne parce qu'elle buzz, ou tu vois, ou Squid Game, les gens l'ont vu et c'est plus genre voir un truc coréen n'est plus bizarre. Ouais, mais aller en salle, c'est pas pareil. Voilà, oui, mais je pense que ça va doucement. J'espère. Doucement dériver vers ça. Mais tu vois, moi, je suis curieux de voir si le Varanasi, parce qu'il m'intéresse. En plus, c'est vendu en IMAX. Tu vois, des gros marketing international dessus. Des gros blockbusters. Mais tu vois à quel point les gens vont aller voir un blockbuster indien. Je pense qu'en France, on n'y est pas encore du tout. Ah, bah ça, c'est sûr. Mais petit à petit. Mais il y a aussi ce truc où il y a des diasporas qui se créent, donc il y a de plus en plus d'Indiens un peu partout. Il suffit qu'après ça devienne une trend, enfin que ça arrive à créer un truc de. RRR. Si vous l'avez pas vu, vous ratez un truc. Et le film, il peut exploser. Pour finir sur ça, sur les Neja 2 et tout, quand les Chinois vont réussir à exporter, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être spécial, parce qu'il faut qu'ils le fassent. Hein, mais quand ils vont réussir, ça va être intéressant. Mais le Varanasi, là, je suis curieux parce que il y a ce truc où RRR, ça a cartonné. Mais quand il a cartonné, il était plus dispo nulle part. Quoi. Et clair, donc, trop dommage. Tu vois, t'es en mode putain, il gagne l'Oscar de la meilleure chanson. C'est à Matrix. Moi, j'ai adoré. Je sais pas si tu l'as vu, mais au final, trop bien. Incroyable. Et ça marque un truc. Mais tu vois, j'aurais adoré le voir en salle. Je l'ai vu à la maison, comme tout le monde, c'est 3 heures. Moi, je l'ai vu dans de bonnes conditions, mais à la maison. Mais ouais, moi, super conditions, on est bien équipés, tu vois. Mais même, tu vois, et tu vois, tu sais, il y a toujours ce truc un peu raciste des Indiens qui vont au cinéma en France et ça crée un truc et tout. Parce que chez eux, le cinéma, c'est différent. C'est ce truc vraiment collectif, c'est un événement. Peut-être il nous faudrait un peu de ça, pas forcément le bordel. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce truc en mode, ok, on va en salle parce qu'il y a Shah Rukh Khan, tu vois. Parce que voilà, tu vois, et les gens, alors que je suis à la ramasse du cinéma indien, hein, je dis pas, mais peut-être cette attitude-là, il nous faut aussi un petit peu pour galvaniser les foules. Je veux pas qu'il y ait des feux d'artifice dans la salle, hein, mais je veux juste dire que les gens, ils sont. Tu vois, le truc un peu, c'est bête, quand je suis allé voir Spider-Man No Way Home, il y avait un truc. Ah oui, c'est un délire. Là, je suis d'accord avec toi, ils ont réussi un truc, il fallait y être à ce moment-là. Pour avoir les surprises que tout le monde savait déjà qu'elles allaient arriver. Mais c'était quand la dernière fois tu vois, le Barbenheimer, il y avait ça un petit peu, mais en mode fun, c'est pas pareil. Oui, c'était même un faux mot différent. Enfin, tu vois, pendant le film, c'est pas. Alors que c'est vrai que Spider-Man, moi que j'ai pas du tout aimé le film, mais indéniablement, je suis content d'être allé le voir le mercredi soir ou le mardi soir. Moi j'étais le matin, tu vois, moi le matin à Lille, et j'ai jamais vu du monde attendre devant le cinéma, tu vois. Lunaire. Ouais, c'est vrai que c'était surprenant parce que c'était. Tu pouvais pas réserver en plus, je crois. C'était vraiment le truc en mode, faut que tu viennes. Tu vois, et c'est vrai que la salle, tu sentais que si tu vivais le film sans ses réactions, ses caméos et tout. Bah, tu perdais une partie de l'expérience, on va dans une salle vide tout seul. Bah, moi le film j'avais adoré la première fois, je l'ai revu le jour même, je fais en fait c'est un peu nul. Ah ouais. J'ai trouvé horrible. Mais voilà, c'est l'événementialisation, c'est la compétition, j'ai hâte de voir la décennie. Et est-ce que le cinéma c'était mieux avant ? Ah bah ça écoute, bon débat. Mais en tout cas, écoute, ça m'a fait très plaisir. T'as eu du cul parce que t'es tombé quand même sur des trucs un peu divers, franchement. Sur ces 5 décennies, on a un peu exploré. Moi qui voulais parler de Kurase Potemkin. Bah ouais, putain, c'est vrai que... les années 20, l'âge d'or du cinéma soviétique. Jeanne d'Arc, non, pas forcément, mais du silence. Des films silence. Les années 20, Jeanne d'Arc, Potemkin, Buster Keaton. Ah ouais, c'est incroyable. Ce genre de trucs. Enfin, je veux dire, en plus, t'as Napoléon, Annabelle Blanche, que j'ai pas vu encore. Mais j'ai le coffret. Moi, je l'ai vu à l'école, mais c'est long. Ouais, c'est 7 heures aussi.
Tu vois. Mais c'est vrai que voilà, non mais écoute, tu seras invité un jour à revenir si tu veux faire les autres, les deux petits côtés, qui te restent que des super décennies. Ça m'a fait grave plaisir. Bah merci à toi. Bah là, n'hésitez pas à aller checker Ragebait tous les jeudis 18h. Ouais, j'y vais là. Ouais, 18h. Ah mais tu vas, t'es à la bourre. Non, je vais là-bas, ça va être à côté. T'as un heure et demie quoi. Ouais, voilà, bon bah ça marche. Ouais. Et bah je te libère, comme ça au moins à plus. tu peux aller faire ton live. Merci. Reg.